Salut à tous, bienvenue dans ce Beats numéro 98. Un épisode, encore une fois, sans le chef. Donc je suis Christophe et je suis accompagné ce soir d'un petit nouveau que vous n'avez pas vu très souvent. Si tu peux te présenter alors. Alors moi c'est Stéphane et je suis alcoolique. Ah d'accord, très bien. Voilà. Donc tu as ta place ici, c'est parfait. Non, ça y est, je reviens. Voilà. Le comeback du retour de la revanche. J'avais dit tous les 15 jours, donc j'essaye de m'y tenir tous les 15 jours. Voilà. Très bien, propre, ça fait plaisir de t'avoir sur le canapé. Ça fait en plus longtemps qu'on s'est En pas plus, vu. qu'on s'est pas vu tous voilà. les deux, ça fait... IRL, en vrai, physiquement, c'est nickel. Écoutez, ce soir, encore une fois, n'est pas coutume, on a pas mal de news. On était parti relativement simple avec quelques petites news, ça va. Et puis sur la fin de la journée... ça s'est un peu précipité sur la fin de la journée. Voilà, mais il y a un peu de tout, ouais. Il y a de la sécurité, il y a des confs et des annonces. Draxassou. Stéphane Draxassou, salut la chatroom. Alors oui, la chatroom. Il y a un tweet qui va être diffusé, qui va arriver bientôt. Il faut balancer RT1 max pour qu'on... Ouais, on a déjà dû tous les RT. Voilà, allez-y, invitez vos amis, les voisins à les toquer chez eux, dites-leur de venir et tout. Ça fait plaisir, il fait beau, regardez. Ouais. Il fait chaud aussi. Là, on est un peu blanc. Je sais pas si on est blanc à la diffusion ou si c'est la télé qui nous rend. Mais là, la blanchification. Non, mais les éclairages sont tellement magnifiques. C'est ça. Ils marchent super bien. Vive les LED. Allez, voilà. Ce soir, on n'a peut-être pas tout le bingo des news, mais on n'est pas loin quand même, encore une fois. Non, on n'a pas tout. On n'a pas tout. Ah si, on a IA. On verra. On n'a pas. On verra. Est-ce qu'on a machine learning? Ouais, oui, si, on l'a. On a Tesla. Il va manquer quelques constructeurs quand même. Il manque des trucs. Bon, écoutez, on a dépassé le cap des 50 présents, c'est parfait, vous êtes nombreux, c'est nickel, on va pouvoir commencer dès à présent. Et c'est d'abord une news qui a fait un petit peu les choux-gras de la presse récemment. Les puces de la Discord. Les puces de la Discord. La puce de la Discord. Parce que c'est une en fait. Voilà. Alors, sauf si vous étiez en hibernation pendant le début de semaine, voire même fin de semaine dernière. Ça a commencé jeudi dernier. Jeudi, c'est ça. Donc vous avez tous vu qu'il y a Bloomberg qui a sorti un article avec des sources croisées, donc ils sont 17 je crois, à avoir affirmé que nos amis chinois ont placé une puce sur les cartes mères des principaux constructeurs. Alors c'est Micro... La société Super Micro. Super Micro. Donc c'est Super Micro qui fabrique des cartes mères pour les serveurs, et notamment les serveurs d'Apple et d'Amazon. Alors bizarrement on parle pas trop de Microsoft. Non. Pourtant ils en ont quelques-uns des serveurs. Enfin, je sais pas. Ouais, mais c'est certains types de cartes de serveurs. C'est pas toutes. Donc c'est certains types de cartes, et du coup le gouvernement chinois aurait commandé ça auprès de... Alors en fait c'est des sous-traitants de sous-traitants. C'est ça. Donc du coup c'est pas toutes les cartes qui sont impactées, mais quand Super Micro est en dépassement de capacité, il fait appel à un sous-traitant, et donc le sous-traitant peut aussi faire appel à un sous-traitant, et c'est cela qu'a visé le gouvernement chinois a priori pour placer des puces qui en gros donnent accès avec une backdoor à tous les serveurs, permettent de récupérer les données, etc. Voilà. Donc ça c'est la fameuse puce, la super puce de la Discord. De la Discord. Elle est quand même assez minuscule, hein. C'est assez incroyable. Et donc on a même un plan qui indiquerait où c'est qu'on la trouve. Voilà. Et si c'est magnifique ou c'est pas magnifique? La faille se trouve ici. Ouais, alors bizarrement c'est flou à cet endroit-là. Voilà, donc je sais pas, tout le monde a donné son avis sur le sujet, je pense. Patrick en a parlé dans le rendez-vous tech. Ouais. Je crois que Cédric en a parlé dans le morning tech review. C'est quand même un sujet voilà, donc on vous en parle aussi parce que nous on a notre avis. Vas-y, je t'en prie. Clairement. Bon c'est de la merde. Voilà, bon clairement on pense pas que ça soit... En fait, moi, là, vous savez, hein, ceux qui me suivent un petit peu, la sécurité, c'est un petit peu mon métier. Il y a quand même des moyens beaucoup plus simples que de s'amuser à développer une puce et à modifier les plans originaux d'une carte mère avec des circuits imprimés qui sont déjà quand même hyper détaillés, etc. Donc ça veut dire que le sous-traitant a modifié le plan de la carte mère dans le dos de Super Micro, qu'ils ont ajouté cette puce, etc. Alors que les mecs, il leur suffit de placer un petit logiciel espion dans le BIOS et c'est encore moins visible. Donc j'ai un peu de mal à y croire. Moins visible, je sais pas, parce que tu peux toujours contrôler le checksum de ton BIOS, etc. Tu peux toujours, mais voilà. Bref, il y a d'autres moyens, même en fuitant, par exemple, en modifiant la carte réseau. Par exemple. Oui. Tu peux fuiter. Spectre et Meltdown, il y a une variante disponible pour les cartes réseau, voilà. Tu peux récupérer les informations. Exactement. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal à croire à cette histoire. Alors d'autant qu'aujourd'hui est sorti un nouvel article
Alors, le problème, en fait, c'est que c'est Bloomberg. Et Bloomberg, c'est quand même des mecs, normalement, qui sont hyper sérieux. C'est ça. Ils ont un poids qui est quand même assez fort dans le monde de la tech. Sauf que là, aujourd'hui, il y a un des spécialistes de sécurité qui a été interrogé par Bloomberg sur ce sujet-là, qui a dit, attendez, les gars de Bloomberg, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, est-ce que tu crois que mettre une puce sur une carte mère pour donner une backdoor, etc., est-ce que tu crois que techniquement c'est possible? Et il dit, bah, avec les connaissances que j'ai, oui. Et donc, en disant ça, ils ont dit, ben voilà, ça a été confirmé par un spécialiste de la sécurité. Voilà, alors qu'en fait, le mec a dit, bah oui, techniquement c'est possible, mais il n'a pas dit, oui, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Il n'a pas témoigné comme quoi ça avait été réalisé. Ah, j'avais pas vu ça. Donc du coup, il y a quelques sources qui sont en train de changer un peu de bord. Et c'est vrai que les démentis d'Apple Alors c'est ça, c'est qu'en fait ils sont puissants, quoi. Les deux camps sont quand même dressés avec leurs opinions. C'est-à-dire qu'il y a Bloomberg qui dit Messi et les autres qui disent, donc les constructeurs... Les joueurs de foot. C'est ça. Les autres qui disent mais non, jamais, on démentit tout ça. Apple et Amazon et le gouvernement chinois. Et américain. Bon, après, après, on peut tous imaginer, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des partenariats commerciaux tellement énormes en jeu. Bah, alors après, moi, ce que j'imagine, c'est que ce serait vraiment très gros que Bloomberg se plante à ce niveau-là sur une annonce comme ça. Peut-être qu'ils se plantent en fait dans les détails, c'est-à-dire que c'est l'implémentation en fait qu'ils annoncent eux, où ils ont été un peu négligents sur la solution implémentée, et qu'en fait il y aurait vraiment une fuite, mais qui aurait une autre forme qu'une puce collée comme ça. Moi, je pense plutôt à cette théorie-là. Que c'est complètement... Enfin, je pense pas que ce soit une puce comme ça, parce qu'effectivement, les problématiques techniques font que c'est vraiment... c'est hyper compliqué à mettre en place, et surtout de manière totalement transparente, ça je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est même pas sûr que ça marche, c'est-à-dire que impacter le comportement d'une carte mère suffisamment pour fuiter des données avec juste une petite puce comme ça, à un niveau si proche, surtout comment ils l'ont expliqué, c'est-à-dire qu'ils expliquent que on exploite le bus entre le CPU et le chipset, je crois, pour changer les instructions à la volée. Une puce comme ça, planquée d'un truc, c'est pas possible. Il faut vraiment aller. Non, c'est beaucoup trop. Enfin, on sait miniaturiser les choses, mais à ce moment-là. C'est pas assez performant pour. Et puis, voilà, ça n'a pas la bande passante nécessaire pour intercepter le bus du processeur. Voilà, la bande passante, il faut une puce beaucoup plus costaude et puis bien placée pour pouvoir le faire. Mais, à mon avis, il y a anguille sous roche, c'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement une news derrière qui se cache, où il y aurait effectivement des. Puisqu'en fait, derrière ça, c'est de l'espionnage industriel. Donc il y aura peut-être d'autres formes d'espionnage industriel de constructeurs chinois par rapport aux grandes entreprises américaines. Ils ont vachement plus d'infos en envoyant une stagiaire, comme chez Renault. Tu vois, oui, c'est vrai, non, ils ont d'autres moyens. Après, je pense que c'est effectivement pas la solution qui aurait été mise en place, ça me semble un peu beaucoup trop compliqué. Mais ce que j'espère, c'est qu'il y ait une suite à tout ça, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à creuser le sujet et pas que ça va faire ça va redescendre et puis tout le monde va oublier. Ouais. J'espère qu'ils vont aller au bout du sujet, tu vois, pour vraiment révéler en fait ce qui s'est réellement passé et pas qu'ils restent sur chacun dans son camp en disant bah non, moi oui, moi non, et puis c'est réglé. Nico Poppy dit elle sert à quoi la puce alors? Alors ça, on n'en sait rien du tout. C'est une très bonne question. C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Alors je suis pas électronicien, donc du coup je vais pas aller regarder. Comme ça, avec trois contacts, tu peux rien faire avec ça. J'ai pas les plans de la puce, et puis avec 3 contacts là, tu vas me faire croire que le bus du CPU il passe. Il faut arrêter le délire, les gars. Donc voilà. Et comme disait hier, c'est est-ce qu'elle existe surtout? Est-ce que les mecs ils ont pas pris un condensateur ou une diode, ils ont dit voilà, ça c'est la puce des Chinois. Attends, bouge pas, passe-moi le crayon gris là. Ok, je fais 3 traits dessus. Et voilà, puis c'est celle-là. Et puis voilà quoi. 3 pins, tu fais que dalle. 3 pins, tu fais que dalle. Enfin, n'importe qui. Et Neyer est bien placé puisque monsieur. Vous faites du électroniquez-vous depuis un moment maintenant pour savoir qu'avec 3 pins tu fais que dalle quoi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, mais c'est certainement pas cette puce quoi. Et j'ai un peu de mal. En plus, c'est suite à un audit qui a été commandité pour savoir, pour connaître la sécurité justement des serveurs. Ouais. Voilà. Et donc là, du coup, tu peux aussi douter de la boîte qui a fait l'audit quoi. Ah mais là, oui, tu vas douter de toute la chaîne. C'est-à-dire que même le gouvernement américain qui fait des démentis, le gouvernement chinois qui fait des démentis, tu sais pas si en fait il couvre pas quelque chose. Et puis après, l'autre théorie du complot, c'est qu'effectivement, c'est le gouvernement Trump qui a commandité le truc pour discréditer la Chine parce que il va et là on part dans voilà. Donc on va attendre de voir ce que ça donne, mais clairement cette puce là, je vois pas comment c'est possible. Cette implémentation là, en tout cas pour la fuite, ça me paraît un peu. Ou alors ils nous ont fait un truc de physique quantique. Non mais c'est pas possible. Dans les quantiques, t'avais la taille qu'ils ont, il faut des trucs pour les refroidir à je crois c'est 0,15 degrés Kelvin, un truc proche du 0 Kelvin absolu. Enfin ça rentre pas là-dedans. Non, ça rentre pas là-dedans.
Voilà. Bon, affaire à suivre, j'espère qu'on ait la suite et la conclusion surtout de ces news-là. Allez, on passe à la grosse partie quasiment de l'émission, puisqu'on va débriefer la conférence Google et les différentes annonces qu'il y a eu, même si en fait ça fait plusieurs épisodes déjà qu'on vous a tout dit. D'où le titre La puissance du leak. Exactement. Voilà, parce qu'effectivement, il y a à peu près tout qui avait fuité. Hein. Presque. Presque. Ouais. Alors, à part les parties logicielles, mais matériellement, on n'a pas été... Il y avait des appareils qui étaient déjà vendus avant, tous les appareils quasiment étaient déjà vendus avant, disponibles. Oui, t'avais même les tests dispo et les unboxings dispo sur YouTube avant l'annonce du matériel. C'est royal, c'est parfait. Voilà. Mais bon. Du coup, toi, t'en as retenu quoi j'allais dire de cette keynote. Moi, pardon, c'est parce que je suis dans l'écosystème Made by Google. Alors, de la pomme. La conférence Made by Google, donc c'était la conférence dédiée au matériel de Google et la nouvelle génération qui sort. Donc c'est toujours à la rentrée en octobre à peu près qui font ça. Il y a eu quoi quand même, on va résumer. Il y a eu les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Il y a eu le Google Home Pod, tout à fait, et la Google Slate. Donc je retiens celle-là, la Google Slate. Ouais, moi aussi. Moi, c'était la bonne surprise, la Slate. Hub, ouais. Home Web, ouais. La Slate, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est la énième tentative de Google d'aller sur le marché des tablettes, mais qui a clairement gagné. La guerre a clairement été gagnée par Apple et Microsoft dans une partie. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas vraiment concurrencer. Je pense qu'ils arrêtent de concurrencer Apple sur l'iPad et qu'ils vont plutôt chercher à concurrencer Microsoft et la Surface. Ouais. Puisque c'est vraiment la cible, c'est vraiment un D'où le Chrome OS. D'où le Chrome OS. Puisqu'en fait, c'est ça, c'est que c'est plus du Android dedans. Donc, bye bye Android pour les tablettes. Ciao. Il n'y a plus de tablettes Android officielles au catalogue de Google cette année. Donc là, la tablette qui fait convertible, c'est Google Slate et c'est un Chrome OS. Donc ça fixe là-bas. En même temps, ça va permettre d'entériner plus le Chrome OS et les Chromebooks aussi, comme la plateforme de choix pour le desktop de Google. Après Chrome OS, c'est vrai que tu as un vrai OS du coup, mais tu as quand même accès à tout le catalogue d'applications Android. C'était déjà un vrai OS. Ouais. Mais c'est un OS destiné au desktop en fait. Donc tu as vraiment... Ça. Voilà. Que Android, c'est un OS mobile qu'ils ont adapté tant bien que mal à la tablette. Bon, du coup, ils ont taclé un petit peu Apple au passage, hein, en disant nous, on fait pas une tablette qui est un grand téléphone. Je sais plus ce qu'ils ont annoncé comme ça. Mais enfin bon, les gars, vous êtes en train juste de tacler les leaders du marché, mais c'est pas grave. C'est fini. On peut plus dire ça maintenant avec les iPad Pro. Ils ont clairement marqué la séparation au niveau des tablettes Apple. Donc c'était ça au début peut-être, oui, mais maintenant tu dis plus ça de l'iPad. C'était la bonne surprise, mais qui matchait avec une mauvaise surprise puisqu'en fait elle n'est pas dispo en France. Voilà, youpi, allez, salut, merci. Bon, c'est quand même $549, c'est ça? Je sais plus. C'est à partir de $599, $200 de le clavier. Et alors, avec les touches préférées de Nelliger, ronde. Non mais alors après ça c'est le prix entrée de gamme, sachant que ce qui est intéressant c'est que ce device là il va aller très loin dans les specs puisqu'ils vont du Core M3 jusqu'au Core i7 de 8ème génération. Ils se taclent le même en fait. C'est ça. Non mais niveau hardware il monte quand même d'un cran, donc ça c'est pas mal. Et puis alors ce bleu profond là, c'est vraiment en face de la Surface, c'est vraiment un concurrent de la Surface Pro. Mais oui, en plus il y a des incrustes. Bah ouais, il y a des incrustes. Voilà. Elle est là. Moi je la trouve assez jolie quand même. Ah non, mais clairement, elle a du style. Et tu vois, entre ça et une Surface Go, je pense que je prends ça. Ah, la Surface Go, alors c'est une bonne comparaison, je pense aussi, mais ça dépend laquelle dans la gamme. J'attends de voir les tests parce que je sais pas si un Core M3, ça va suffire pour un Chrome OS en termes d'utilisation quotidienne. Et je pense pas qu'un Core i7 ce soit utile en fait pour un Core i7 sur une tablette comme ça avec peu de... Voilà. T'imagines les applis Android sur un Core i7, mais tu sais, c'est comme... elle va planter tellement c'est pas aller aussi vite. C'est comme les émulateurs pour PC, il va falloir un truc pour ralentir la CPU. Le bouton turbo, tu l'enlèves. Donc voilà. Oui, la Pixel C, ouais, tout à fait, l'autre tablette, exactement. Donc voilà, donc oui, les gammes de prix, ça peut monter très haut, ça va jusqu'à $1,200, je crois que si tu prends la Core i7 avec tout le pack. Non, mais là, 4, 8 ou 16 Go de RAM, jusqu'à 256 Go de stockage en SSD, enfin c'est vraiment du PC convertible, quelque part, mais au format Google avec un Chrome OS. Voilà, sinon je vais revenir sur le Pixel 3, donc on savait tout, mais Snapdragon 845, voilà, le SoC de l'année, 4 Go de RAM. Alors par contre ça je voulais le noter parce que c'est assez rare, et tous les devices flagship qui sortent ont en général plus que ça. Ils ont au moins 6 Go de RAM, voire 8. Et l'iPhone 10 c'est 8 je crois. Ouais, mais alors là je compare au niveau Android, c'est-à-dire qu'au niveau OS en fait, je suis surpris que Google ait mis si peu de RAM, sachant qu'en plus ils font pas mal de calculs avec de l'IA et tout dedans, donc notamment sur les photos. Donc j'aurais imaginé que la RAM aurait été utile. Donc du coup je me dis peut-être que les autres constructeurs se font quand même grave plaisir en jouant sur la RAM pour dire regardez on en a plus.
en disant bah, on fait plus que les autres, mais en fait c'est pas forcément utile Ouais, ou pour peut-être l'OS. qu'ils sont sûrs de leur dernière version d'OS et que. Tu vois, qu'elle est moins consommatrice Donc de RAM. ouais, il n'y a que 4 Go de RAM. Bon, à mon avis c'est suffisant. Et alors toujours, ce qu'il y a d'intéressant sur ces Pixel Salut 3, Laurent. les voilà, c'est qu'il y a, donc on les reconnaît, hein, toujours le double méga gros notch pour, Ah, mais pour j'adore le le. Pixel alors, XL. je sais pas si t'as vu, mais la première présentation, c'est tout sur fond noir. Comme Oui. ça, tu vois ni le On voit notch, pas, ni le menton. c'est pas l'effet de surprise. Ouais. Et là, tu le vois parce que c'est un peu sombre, mais tu le vois quand même. Mais là, t'as quand même la double peine. T'as quand même le notch et le menton qui est pas beau, quoi. Enfin, Ouais, alors après sur le Pixel 3 normal, pas le XL, tu l'as pas. Et en fait, ils expliquent. Alors, j'ai lu un article où ils expliquaient qu'en fait, c'est pas un choix le notch ou pas le notch, c'est juste que sur le Pixel 3 normal, en fait, vu qu'ils voulaient le haut-parleur frontal, le stéréo et l'ensemble des capteurs, en fait, il n'y a pas la place pour faire un notch dessus. Donc en fait, il leur faut l'ensemble de la largeur. Et sur le Pixel 3 XL, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de tout cet espace-là. Donc ils l'ont fait par rapport à la place nécessaire pour les capteurs. Et en fait, ils se disent, on n'a pas voulu faire un notch pour faire un notch. Voilà. Donc ça veut peut-être Ouais. dire que derrière le Pixel 4, il n'y aurait pas forcément de notch dessus. Enfin, voilà, bref. Tout ça pour dire, Après, le nous on notch, fait pas, on succombe pas à la mode. ouais. Enfin, le notch, c'est jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen de placer ça derrière l'écran. Hein. Parce que si tu vois le prochain iPad qui est annoncé, ils annoncent du Face ID dessus, Mais ils le font déjà. qui marche en portrait et en paysage, Ouais, et ouais. planqué derrière l'écran, ou dans un coin de l'écran, je sais plus. Bon, donc ça reste assez gros. Après, le téléphone est fat, hein, il est vraiment large. Hein, c'est un 6 Ouais. pouces, plus que 6 Ouais, il pouces, est hein, fat, 6,2 pouces. Donc, vu la taille du téléphone, ça peut être moins choquant, je pense. Voilà. Mais voilà. Alors, ce qui m'a marqué, c'est surtout le fait qu'il y ait toujours, ah ben je l'ai pris là, voilà, qu'un seul capteur photo sur les deux téléphones. Ouais, Et ça reste des photophones haut de gamme. c'est Donc, clair. Google arrive à faire des très 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 bonnes photos avec seulement un seul capteur photo. Donc là, en comparaison de ça, tu mets tous les autres téléphones qui sont toujours en train d'augmenter le nombre de capteurs qu'ils ont dessus. Il y en a 2, 3, 4 maintenant qui arrivent. En plus, c'est des téléphones qui sortent avec plus, je sais plus combien, des protos. Ouais, Proto A8, ouais. Ouais. Mais là, c'est le 4. C'est 4, c'est le quoi qu'on regardait tout à l'heure. Non, c'était pas le Huawei, c'est. C'est le Nico, prochain. il nous montrait quoi, Nico Popin Le Samsung A5. Ah, le A5, ouais. Le prochain A5, a priori, aurait 4 capteurs. Ouais, 4 capteurs. Enfin, 4 capteurs photo. Et pour pas mettre votre doigt quand vous prenez une photo, ça va devenir compliqué. C'est vrai, c'est ça. Donc là, super photo avec un seul capteur. Voilà, D'ailleurs, donc, en c'était un super moment de la conf, ça, hier. Oui, Quand ils ont passé tous les. C'est rare que je rigole autant, du coup, pendant une conf Google. c'est vrai. Ça a donné une petite note assez sympa, et, parce que bon, on s'emmerdait un peu quand même, parce que vu que tout avait fuité. Et c'est vrai que ça a donné une petite note sympa. Ouais, carrément. Donc en fait, des très très bonnes photos, toujours avec un seul capteur. Donc tout sur le traitement sur l'IA et le post-traitement en fait de l'image. Donc ça démontre quand même un sacré savoir-faire de Google là-dessus. Vous pouvez cocher la case IA dans le bingo. Quasi assez fait. Et alors il y a un truc qu'on n'a pas encore vu réellement, c'est le mode nuit. Puisqu'apparemment, ces téléphones-là auraient un traitement de l'image quand on est en mode nuit ou qui serait juste hallucinant. Ben, en fait, ils ont fait une comparaison hier entre une photo soi-disant faite avec un iPhone 10S et, Tu l'as vu aussi, et un C'est assez Pixel 3. Bon, ça avait l'air assez fou. Après, dans quelles conditions ça a été pris, etc. J'attends qu'il y ait des tests un peu plus indés Voilà. qui soient faits. C'est ça, c'est-à-dire qu'on l'aura avec les premiers tests qui vont sortir, sachant que pour l'instant, il n'est pas encore dispo même sur les téléphones qui sont... il était sur les téléphones qui étaient mis à dispo pour les prises en main, les premières prises en main. Il y avait Ouais. le mode nuit activé. Par contre, a priori, ils vont pas le sortir de suite. Ce mode nuit sera activé un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais Mais des c'était- premiers tests, ça avait l'air assez ouf en termes de rendu. Alors encore une fois, ils n'ont pas fait des miracles, c'est du post-traitement, c'est-à-dire qu'ils recréent des trucs. Donc après, tu vas te dire, tu parles... c'est le machine learning. C'est ça, du machine learning Non, c'est pour à vous base cocher. d'IA et C'est de pour- deep learning avec des réseaux neuronaux. Oh putain, oh le combo. Ça, On a fait le combo. Ça s'est fait. Non, mais tu parlais avant l'émission, on parlait du Beauty Gate. Là, en fait, Le clan des barbus. je me demande dans quelle mesure en fait c'est des vraies données en fait ou c'est de de l'information qui est inventée derrière. Est-ce qu'ils arrivent à extraire en fait suffisamment d'informations du capteur photo pour le transformer en véritable donnée qu'on attend d'une photo, ou est-ce qu'ils recréent des choses en fait, ils injectent des choses irréelles en pensant que avec d'autres banques d'images, il faudrait ça à la place. Voilà, donc Ils rajoutent du Street View derrière. c'est ça. Est-ce qu'ils rajoutent des informations ou est-ce qu'ils extraient de toutes les données brutes qu'ils récupèrent du capteur photo suffisamment d'infos pour en tirer une image qu'ils extrapolent uniquement? Ou est-ce qu'ils injectent des trucs en face? C'est ça que je veux voir, si c'est vraiment de la source d'origine ou si c'est de l'invention derrière. Bon, à voir.
On en saura un peu plus. Les prix, ben, ça par contre on n'avait pas tout le détail encore, mais 859 € pour le Pixel 3, donc c'est pour le premier modèle, hein. Ils sont disponibles en 64 et 128, donc le 64 Go 859 € et 959 € pour le Pixel 3 XL. Ça fait mal, et après tu passes à 1000 et quelques, tu rajoutes 100 € je crois pour la version 128 Go. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors pour ceux qui veulent... Je dis rien. Pour ceux qui veulent... Je dis rien, j'ai un téléphone à un SMIC. Donc... Voilà, tu le revends, Mais- tu peux t'acheter un Pixel mais 3 et je- garder de je l'argent n'ai- encore. Je n'ai pas craqué pour le 10S, ni le 10S Max. Bah, attends, j'ai gardé mon 10. Tu m'étonnes. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent réellement craquer, sachez qu'il y a une offre de promo en ce moment sur Darty et Boulanger qui reprennent votre ancien téléphone pour 100 €. 100 € de Tu plus veux revendre ton ancien téléphone que l'Argus. Voilà. Donc bon, pour ceux qui veulent vraiment craquer. Le truc que j'ai noté ici, qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est le Pixel Stand. Puisque avec ce téléphone-là, ils ont annoncé également un stand Ouais. pour faire la recharge sans fil. Et alors, Il y a un truc intéressant avec ce stand. il y a deux trucs intéressants. Le premier, c'est que c'est une recharge jusqu'à 10 watts, donc c'est le plus puissant même qui est déjà sorti, donc ça va permettre de recharger quand même assez rapidement. Et puis l'avantage, c'est que du coup, ça fait chauffage d'appoint. Voilà. Micro-ondes à distance. On va carrément. voir. Je sais plus, c'est Friction ce matin qui a dit, je crois, qui a dit qu'on allait bientôt pouvoir faire du popcorn. Mais c'est pas fait. Avec tes neurones. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant avec ce Pixel Stand également, c'est que vient le mode réveil de nuit de ton Pixel, puisque là on le voit posé en fait, et il active un mode en fait assistant. Donc là on le voit, il a l'heure affichée. Ça il avait déjà sur Nexus depuis très longtemps, ce mode-là. Ouais. Tu pouvais l'activer. Par contre là, ils ont rajouté le mode assistant qui est toujours en bas. L'écoute, Voilà, qui- du coup, ça qui- devient ton assistant Ça comme devient- un. C'est ton Google Home. Ça devient un Google Home Ça, en fait. ça devient sur un Stand. OK moteur de recherche. Un OK truc, voilà. Et en fait, il y a également, voilà, tu as un bouton ma journée le matin, en fait. Et il est intelligent, c'est-à-dire qu'il va se baser sur les horaires. Il va te dire, bah, c'est la nuit, donc je passe en mode nuit. Faut te réveiller le matin, donc on va parler après, il y a un réveil intelligent. Et quand c'est le matin de ta journée, tu peux cliquer sur le bouton ma journée pour qu'il te... Mais moi, je veux pas ça. Moi. Je veux Pour que qu'il te Jarvis, détaille. il détecte que je viens de me lever et qu'il me dise bonjour Stéphane. Aujourd'hui, tu as 3 rendez-vous. Hein, C'est la presque, température c'est presque sur ce qu'il fait. Milisan sera de 45 degrés, alors qu'à Bordeaux, il pleut. C'est presque ce qu'il fait, sauf que c'est à toi de déclencher le fait que tu veuilles ces infos-là. Tu lui dis bonjour et crac, il réagit avec tout ça. Donc déjà Ah oui, ça le oui, fait. c'est ça. T'as juste à lui dire bonjour, Ouais. par contre. Et donc ça, c'est le réveil intelligent qui te réveille avec Jaune. la lumière du jour. Tu sais, les lumières avec Ah ouais. la photo machin Mm. bidule, là. Voilà, Mm. c'est exactement ça. Elle est pas belle, la vie? C'est magnifique. C'est Voilà. magnifique ou c'est pas magnifique? Ah, là, on voit bien le notch, tu vois. Ah ouais, là, le Notch XL, Oui, c'est ça, Valgor, tu le dis bien, si la photo t'intéresse pas dans le téléphone, franchement, t'as pas de grosse valeur ajoutée sur un Pixel 3 par rapport aux autres Android de la même génération, en fait. D'ailleurs, le stand, il marche qu'avec le Pixel 3? Le stand, non, il peut recharger d'autres téléphones. Par contre, le mode présentation, le mode stand comme il le fait, c'est que le Pixel 3 qui l'a activé. Donc après, peut-être que d'autres Il y a quoi, constructeurs du d'autres coup téléphones il y a du NFC pour détecter ça. Ouais, pour détecter que c'est un Pixel 3. Ah, Ou il y a une partie électronique qui détecte. ah non, mais le matériel. stand en lui-même, il fait rien, il fait que recharger. C'est Ouais. c'est le téléphone qui active un Ah, mode. c'est le téléphone qui sait que. ok. Il a un mode veille, un mode réveil qui se met en place quand il est en train de se faire recharger sans fil en fait sur ce truc-là. Alors je pense qu'il doit gérer l'inclinaison aussi. Oui, il doit gérer l'inclinaison parce que moi j'en ai un, c'est que tu poses à plat. Ouais. Je suis sûr que si tu le poses dessus, ça marchera pas. Mais voilà, Android Windows le dit, c'est le standard Qi, donc ça recharge à peu près tout et ça recharge debout ou horizontal en fait. Voilà. Ouais. Vertical, horizontal. C'est Voilà. le chi rapide quoi. Rien à rajouter sur le Pixel Sur le 3. Pixel 3, on passe à la deuxième. Par contre, troisième device présenté, le Home Hub. Le Home Hub. Alors ça, moi j'ai été agréablement surpris. Alors surtout le prix d'ailleurs, on va en parler après. Ouais, carrément. Qui est là pour le coup très agressif. C'est clair. Et puis, alors j'ai envie déjà, moi j'ai l'autre assistant à la maison. Je suis pas OK Google, j'ai la version féminine. Voix non reconnue, c'est bon. Voilà. Tu n'as pas Merde, déverrouillé mon J'ai téléphone. pas réussi à le On déverrouiller. n'a pas la même Voilà. voix. Donc moi j'ai Echo et c'est vrai que un device avec écran, ça manque notamment. Souvent on l'utilise pour les timers, dans la cuisine, etc., ou pour la domotique. Ça fait que... Ouais. Et avoir un condensé de ta maison, C'est une grosse télécommande en fait. voilà, ça peut être pas mal quoi. Surtout quand tu veux pas réveiller ta compagne qui est en train de dormir. Enfin voilà. Alors je trouve que ça peut avoir un usage intéressant. Et puis là par exemple quand tu vas vouloir régler une ampoule, tu le fais de façon tactile.
Oui, c'est vrai, c'est pas baisse, plus Ouais, fort, voilà, moins fort, plus voilà. fort, moins fort. Alors, Oui, oui, en non, fait, là, oui, c'est là. en domotique, je Recule, n'aime recule pas, un peu, oui, parfait. j'aime pas tout piloter à la voix en fait. Ah bah tu Tu vois, m'étonnes. parce qu'il y a des trucs, au bout d'un moment, ça devient chiant. Suivant. Voilà. Monte le son. Alors, il y a des trucs, c'est Non, tu peux rigolo, lui dire, ça te fait rire 3 fois. Monte le son de ton machin. Tu peux lui indiquer le. Quand tu dis à Alexa, s'il te plaît, tu peux mettre la saison 2 de Good Doctor. Non, c'est encore la saison 1, mais, Ouais, mais sur ça, sur l'Apple TV de la chambre. Tu vois, bon, il y a des fois, c'est pas. Voilà. Ça marche. Mais pour les ampoules et tout ça, effectivement, c'est pas mal d'avoir. Voilà, donc c'était en plus avec les nouvelles applis qui sortent maintenant, et puis là, hier, ils ont accentué sur la mise à jour de l'appli qui gère la maison. Ah bah oui, ça, ils étaient un peu obligés. Ils étaient un peu obligés. Si vous voulez avoir une interface potable pour ce. Ils avaient un peu 2 ans de retard quand même, voire 3. Voilà. Donc oui, c'est un smart screen, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et en français, c'est les assistants de maison, je sais pas comment ils appellent ça. Si, c'est un nom, ce truc-là. Alors en fait, j'ai découvert ça. C'est du 7 pouces, hein, donc c'est pas très grand. Un assistant domestique. Assistant domestique, parfait, Voilà. C'est magnifique. Donc c'est du 7 pouces, donc c'est pas très très grand hein, quand même. Et puis donc vous pouvez pas le détacher du socle, puisque le socle c'est l'enceinte. Et voilà. Et oui, parce qu'il y a un son de fou avec. Voilà, et il y a des couleurs magnifiques qu'adore Nelliger. Je pense qu'hier il a kiffé et les couleurs et ça lui a pourri la guine. Le saumon et le turquoise sont parfaits. Voilà. Voilà. Donc bon, je testerai bien un jour, mais ça sera gris ou noir. Hein, je suis désolé. Ah bah ouais, bon, l'écho il est gris moi aussi, mais bah, c'est noir. Enfin l'autre c'est blanc. Il y a pas de gris là. Non, je suis pas sûr que ça soit blanc. Je crois que la tablette est blanche, mais le tissu est gris. Enfin, dans la cuisine, si c'est blanc, ça va vite prendre des taches, ça va devenir moche. Non, mais voilà, au niveau usage, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Surtout sur la partie domotique. Et puis effectivement, bon, alors après, ils ont montré une version optimisée de YouTube pour le device, où tu pourras regarder Kitchen Killer en replay. En replay, du coup. En replay. Non, je pense pas que tu puisses faire du Twitch. Ah, c'est nul, n'achetez pas. N'en achetez pas. Voilà, ouais, donc en fait c'est Google Home. Bon, c'est $149 quoi. Voilà, et a priori, avec un écran. A priori, c'est annoncé à 149 €. Alors je pense qu'ils ont. Non, c'est pas dispo en France. Ah bon ? Pas dispo en France. Pas encore en tout cas, mais c'est bien dommage. J'avais lu 22 octobre, mais ils sont peut-être revenus en arrière après du coup. Moi j'ai vu que c'était pas dispo en France, donc mais peut-être que à vérifier, peut-être pas encore. Salut Pierre. Mais c'est dommage parce que ça serait vraiment intéressant comme appareil. Effectivement, ça peut. Je pense que ça a bien sa place dans une cuisine parce que ça peut faire à la fois office de. Ouais, puis quand t'as pas les mains disponibles, voilà, t'as un device pour lui parler, afficher les recettes, c'est très bien. Et télé d'appoint, tu as toujours une petite télé dans une cuisine. C'est ça, tu veux te mettre un bout de Netflix, tu veux. Et même, c'est ce que disait Cédric ce matin, des fois tu balances 2 ou 3 timers parce que tu es en train de cuisiner des trucs différents. Et avoir. Le problème, c'est que quand tu n'as pas d'écran, tu lui dis. Ouais, c'est quand j'en suis où de mes timers quoi. C'est vrai. Et donc, il te dit pour les 2 ou 3 timers que tu as lancés. Alors que là, si tu as le truc à l'écran, ça peut être assez intéressant. Donc, voilà. Bon, à voir dans l'usage. Si ça permet de faire autre chose avec ouais, ça fait cher un device juste pour ça quand même. Ouais. Voilà, donc la conclusion sur la conf Google, sur le Made by Google. Bien mais pas top. Bien mais pas top. Alors, ce qui est bien mais pas top. Moi ce que je retiens c'est que c'est dommage parce que tout avait leaké. Quasiment. Ah, il y a le Chromecast 3 aussi qu'ils ont annoncé, mais on passe à Non, ils en ont pas parlé hier. Ils n'en ont pas parlé ? Non, on l'a vu direct sur le store. Ah oui, il est dispo, c'est ça. Ouais, il est dispo direct sur le store. Il est sorti dispo, ils n'en ont pas parlé dedans. Voilà. Il est en blanc et en noir. Mais voilà, en fait, c'est une bonne démonstration. Alors, en fait, la conf porte bien son nom. C'est Made by Google, en fait. C'est les appareils que Google sort pour mettre en avant tous les services qu'ils savent déjà faire. Voilà. Donc, on sait très bien faire le Google Photos, on sait très bien faire l'assistant, on sait très bien faire tous ces trucs-là. Et bien, on vous donne les bons appareils pour le faire. Moi, c'est ça que je retiens. C'est tu vois une bonne mise en avant des services. Je ne sais plus qui disait ce matin dans la chatroom. Est-ce qu'il n'y a pas un Xiaomi qui va sortir le même à 80 balles la semaine prochaine quoi. Bah oui, mais je pense pas qu'ils aient une aussi bonne intégration avec les services Google. Et que du coup, ça va faire baisser l'intérêt pour cet appareil-là. Parce que c'est pas l'appareil physique en lui-même qui est intéressant, c'est l'usage que tu vas en avoir. Et ce qui rajoute, en fait, c'est sur un Google Assistant que vous pouvez avoir déjà, sur un Google Home Mini, par exemple, c'est l'écran. C'est vraiment l'écran qui est censé changer la donne. Et en fait, c'est toute la génération des assistants qui maintenant arrivent avec des écrans. Oui. Ils espèrent en fait après, c'est sur l'ensemble de la gamme, je trouve qu'en fait, ils se mettent un peu en mode comme Apple. C'est-à-dire que regardez, on maîtrise le hardware,
on maîtrise le software et on arrive à en tirer la quintessence parce qu'on maîtrise les deux. Et au final, c'est la philosophie d'Apple depuis des années. Alors, oui, pour Apple, mais je suis pas tout à fait d'accord sur Google. Je pense pas que Google arrive en disant, ben regardez, on maîtrise les deux en fait. C'est plutôt, on a conçu les appareils pour mettre en avant notre service. Ils sont pas aussi pointus, je pense, sur le hardware que peut l'être que peut être Apple. Apple, ils vont jusqu'à designer leur puce. Oui, jusqu'à designer. Google, ils sont utilisateurs de ça. Donc, ils assemblent des appareils pour répondre au mieux à leur service en face. Là, ils vont très loin, c'est sur la mise en avant de l'IA avec la photo. Donc là, vraiment, ils sont plus proches du hardware, mais c'est pas encore la même approche. Mais c'est vraiment, ils sont proches, hein, c'est vraiment du pinaille, c'est vraiment différent là-dessus. Bon, juste avant qu'on passe à la news d'après, je sais pas si vous êtes dans la chatroom, parce que je vous ai pas vu, mais comme vous m'avez demandé de vous faire coucou, je fais coucou à Thomas et à Mathieu, les collègues. Coucou maman. Allez, petite news impression 3D. Ah, une news pour toi. Je suis là, alors je peux pas m'empêcher de vous faire une petite... Alors je voulais en parler dans le Beats il y a 15 jours, et puis finalement j'avais préféré vous parler de la nouvelle Prusa à résine qui sort, en SLA en plus et pas en DLP. En résine. Ouais, en résine. Pas de cannabis. Et là on va parler du Palette 2. Donc un palette. Qui dit Palette 2 dit qu'avant il y avait un Palette 1. Bon, forcément. Très juste. T'as vu du coup, alors Palette, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui vous permet... Multimatériaux, en fait, c'est ça? Ouais, ça fait vous faire du multimatériaux. Du multimatériaux. Du multi. Du multi. Ah, du multi. Ah bah oui. Ah bah voilà. Ah, ça fait du muli. Ah là, maintenant, t'as fait du muli, toi. Voilà, on va y arriver. Hein. Donc, voilà. ça fait du multimatériaux pour toutes les imprimantes, j'ai mis entre guillemets, parce que il faut quand même que l'imprimante soit compatible. Alors, grosso modo, les modèles de RepRap, ça marche. Tout ce qui est CR10, Annette, etc., ça fonctionne. Donc, alors, j'avais mis un gif, mais il n'est pas passé dans la régie. Mais voilà, en gros, ça ressemble à ça. Et alors, c'est dommage parce que dans le gif, on voyait l'intérieur. Donc, en fait, vous pouvez mettre 4 filaments. Donc c'est 4 types, donc soit vous mettez 4 couleurs, soit vous mettez un filament soluble, 3 couleurs, soit vous mettez un flexible, du nylon, etc. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et en fait, à l'intérieur, en fait, le palette va directement couper les distances dont vous avez besoin pour imprimer et va ressouder pour ne faire qu'un filament, en fait. Ça a l'air terrible de l'intérieur. Hein. Et en fait, c'est techniquement, une soudeuse à fibre optique. Quoi. Ouais, mais en fait, ils ont repris le principe de la soudeuse à fibre optique. Et en fait, alors vous passez dans le slicer qui est fourni par Palette. Vous lui dites telle partie de l'objet. Alors pour l'instant, il faut des objets qui sont prédécoupés. Pas mal. Il a fait une recherche sur Palette dans Google Images et du coup, on a des palettes de maquillage. Donc du coup, les filaments, en fait, vous slicez. Il va savoir en fonction de la couche si vous devez imprimer quelle couleur ou de quel matériau vous avez besoin. Et en fait, après, il va venir couper les bonnes distances. Il va venir souder. Donc en haut à gauche, là, il y a une espèce de vide. C'est fait exprès, en fait, c'est pour stocker en avance du filament. Oui, c'est ça, t'as une petite bobine qui roule. C'est le buffer. Voilà, exactement. C'est exactement ça, c'est le buffer. Et après, ça repart dans votre extrudeur. Et en fait, là, l'imprimante, elle s'occupe de rien. Pour elle, elle a un filament et elle s'occupe. Ça bouffe 3 filaments là, ou 4 filaments en entrée. Et derrière, il y a l'imprimante qui arrive et qui est voilà, et par après, ça. Du coup, alors là, c'est juste terrible. C'est génial. Alors, il y a un copain qui a acheté la première version. Il arrive déjà à faire des trucs super. Et là, la deuxième version, donc elle existe en normal à $599. Ouais. Bon, c'est le prix d'une imprimante en plus, hein, mais quand on voit ce que ça fait, franchement, c'est super chouette. Et il y a une version pro à $799. Alors en fait, la version pro, au final, elle est juste plus rapide. Ah oui, ça c'est intéressant parce que du coup, comment ils se synchronisent en termes de débit? C'est-à-dire que le débit entrant et sortant par rapport au débit de l'imprimante derrière. Alors là, parce que les mecs, ils ont bossé. Hein. Non mais clairement, les mecs ils ont bossé. Non, mais c'est tendu parce que toutes les imprimantes... Ouais, remarque le débit dont tu le gères toi dans le code. Dans le G-code tu le gères le oui, toi tu gères ta vitesse d'impression. Mais il faut que du coup, en moyenne... Mais l'imprimante elle en déduit son débit par rapport à ça. Oui, et le palette aussi du coup. Et le palette aussi. Mais il faut qu'ils suivent. Il faut qu'ils suivent. Il faut que ce soit synchro avec l'imprimante. Parce que tu vois, autant quand tu imprimes à 40 ou 50 mm par seconde, c'est jouable. Mais là, moi je vais recevoir une volumique bientôt qui imprime mini à 90 mm par seconde. Là, ça commence à envoyer du bois et c'est pas dit que ça suive. Et là, je suis pas sûr que ça suive, ouais.
Et les raccords, on voit la qualité, Et c'est soudé, mais tu as l'impression que c'est un filament. c'est vrai. C'est impressionnant. Alors, le CEO de la boîte a fait le tour des youtubeurs américains. Ah, Donc, il est allé chez 3D Printing Nerd, etc. Il en a fait 2-3. C'était quand même assez sympa. Et voilà. Donc, vous pouvez aller voir travailler directement sur YouTube si vous allez voir les principaux youtubeurs. Ils ont sorti un petit hub à $79, le Canvas, qui vous permet du coup de tout gérer sans fil. Donc vous le mettez sur votre ordi et après ça discute avec le palette et vous pouvez gérer sans fil et vous pouvez même gérer du coup à distance avec l'appli smartphone. Donc c'est pas mal. Et ils ont créé donc un logiciel un slicer exprès donc qui s'appelle Canvas aussi. Qui est dispo, il y a le lien sur leur site web et avec le slicer en fait, alors pour l'instant vous allez donc slicer, donc découper en tranches votre objet en lui disant telle partie de l'objet est imprimée de telle couleur, etc. Mais en fait ils sont en train de faire un truc hyper ergonomique pour que même un objet qui est en une pièce, en fait après on aille colorier un peu comme sur Paint, on ira colorier la partie de la pièce qu'on veut changer de couleur. ah Et bon ouais, pour que ça soit hyper intuitif en fait. Et donc ça, ils sont en train de bosser là-dessus et ça, quand ça va sortir, ça va juste être génial quoi. Pas mal, Parce qu'en fait aujourd'hui, si vous voulez imprimer en plusieurs couleurs, si vous avez plusieurs extrudeurs, etc. Si vous êtes dans votre logiciel il faut en fait que le concepteur de l'objet ait prévu ça, donc qu'il ait scindé les différentes parties. Comme ça, vous cliquez sur la partie, vous lui dites ça c'est sur tel extrudeur, ça c'est sur tel extrudeur, alors que là au final vous aurez juste à colorier le truc et ça vous le fera. Il en déduit le changement de il en déduira automatiquement le changement de couleur. ça simplifie Donc l'utilisation. ça peut être ouais, ça sera un peu plus user friendly. Faut t'en demander un, faut en tester un. Alors je leur ai demandé, et contrairement à certains, ils m'ont répondu et ils m'ont dit oui avec plaisir, mais pas maintenant, parce qu'en fait pour l'instant ils ont que des protos. La commercialisation commence d'ici à la fin de l'année et c'est pour ça qu'il fait le tour des youtubeurs, mais il en laisse à aucun youtubeur parce qu'il arrive avec son proto. Il fait le tour physiquement, il y va. Oui, il va chez eux, ouais. Pas mal. Et il fait la vidéo avec eux, il explique, etc. Donc derrière, il va lancer un Kickstarter et puis comme ça, il aura fait la bonne hype. Peut-être. Ça serait la suite logique, à mon avis. Mais le Palette 1, je crois qu'il avait été sur Kik. Ah bah ça m'étonne pas. Ouais. C'est typiquement le genre a priori pas le 2 et voilà, et moi je trouve que c'est un super truc. Bon, c'est pas donné, mais franchement ça permet de faire des trucs assez sympas. Voilà. D'accord. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous tapez Palette 2, c'est Mosaïque, voilà. Mosaïque Palette 2. Si vous tapez juste Palette 2, vous allez tomber chez L'Oréal parce que vous le valez bien. Absolument, c'est une autre façon de mettre des couleurs dans des formes. Sur ce, sans transition, on va parler de la mise à jour Windows 10 October Update, puisqu'elle est enfin là, ou pas. Alors, ou pas, ouais. Ou pas, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je l'ai pas. Hein. La mise à jour a été poussée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La mise à jour a été poussée début octobre, comme attendu. Alors, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs cycles de diffusion des versions, et notamment des mises à jour dans Windows 10. Et tu peux choisir, alors indépendamment de la partie Insider, tu peux choisir si tu veux les recevoir rapidement ou pas les mises à jour derrière, ou si tu es une entreprise avec un serveur qui va gérer ça, etc. Donc ceux qui les ont reçus, c'est ceux qui étaient dans la partie rapide des mises à jour, je veux les recevoir vite, et qui étaient allés sur le bouton rafraîchir, rechercher les mises à jour pour les récupérer rapidement. C'était mon cas, évidemment, je vais la chercher rapidement comme ça. J'ai pas voulu aller la chercher manuellement pour faire l'install. Tu sais, tu peux récupérer le média création, je sais plus comment. Le truc qui génère en fait le fichier d'install et de l'installer toi-même manuellement. J'ai pas voulu trop jouer avec. Pourquoi ? Parce que la version précédente, j'avais essuyé pas mal de plâtre avec les Insider. J'étais dans l'Insider et ça m'avait gonflé un truc de malade. Donc là, j'ai fait la prochaine mise à jour. Non. Et donc j'ai attendu la version finale, mais je l'ai installée dès qu'elle était dans le Media Creation Tool. Merci. Mais dès qu'elle était dispo dans le canal officiel, je l'ai installée quand même. Et j'ai bien fait. Parce que j'ai eu du bol, mais apparemment pas mal de gens ont eu d'autres problèmes avec cette installation-là. Voilà. Alors avant de parler de ces problèmes-là, je vais vous parler un petit peu de ce qui arrive avec dans la mise à jour. On a déjà pas mal parlé, mais les deux gros principaux changements, on va dire, ça va être le thème sombre. Allez, je vais vous faire 3 changements. Le thème sombre, moi que je surkiffe, je le dis parce que voilà. Ah mais moi j'attends la mise à jour que pour ça. Ah non, c'est génial. C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu la mise à jour. Pas sur macOS. Voilà.
Et parce que t'as pas Mojave. Non, ouais, Voilà. j'ai pas Mojave. Moi j'ai un collègue juste en face qui a reçu Mojave et qui a fait le thème sombre aussi. Il l'a reçu quelques semaines avant moi du coup. Ah. J'étais jaloux. Et la première chose que j'ai faite en l'installant, c'est super bien. Enfin moi j'adore le thème sombre. Voilà, ça plaira pas à tout le monde, mais bon. Alors le thème sombre, on l'avait déjà sur les fenêtres Windows 10, les nouvelles, c'est les paramètres et tout ça, les nouveaux écrans. Mais Windows Explorer, notamment, l'avait pas. Maintenant, tu l'as dans Windows Explorer. Ouais, dans Office, on a un thème sombre. Dans Office aussi, voilà. Moi, c'est gris dans Office. Bref, oui, ça, tu l'avais déjà. Ouais, c'est moins joli. Ouais. Ça, c'est la première mise à jour. La deuxième truc intéressant, c'est l'outil de capture qui a évolué, qui est plutôt pas mal. Voilà, bon, c'est pas la révolution, mais c'est moins pratique parce que c'est un vrai outil de capture à la Mac en fait, hein, voilà, où tu peux capturer, crack dans le presse-papier, et puis voilà, ça marche très bien. Ah ouais. Avec une touche de raccourci. Comme sur Mac. Voilà. Et d'ailleurs, ils l'ont amélioré sur Mac aussi. L'autre fonction intéressante, c'est MyPhone, l'appli, l'intégration de Microsoft avec ton téléphone, puisque maintenant tu as un vrai bout du système qui est dédié à l'appairage de ton OS Windows 10 avec ton OS mobile. Ah, mais comme sur mon Mac avec Message. Non, enfin, il n'y a pas que la partie message, ils vont plus loin. Bon, pour l'instant, c'est relativement simple, mais effectivement, ça va être la partie message et les photos. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une extension de Windows 10 vers d'autres systèmes plus largement. Bon, là, c'est clairement Android. La cible, mais iPhone aussi reste compatible. Donc tu peux aussi configurer l'iPhone avec, par contre, c'est avec des fonctions beaucoup plus réduites. Enfin, là, par contre, je pense que c'est Apple qui a bridé. Oui, bien sûr. L'OS était bridé à la base déjà derrière. Par contre, pour le coup, ouais. Donc voilà. Your Phone, pas My Phone. Oui, c'est vrai, pardon, merci. C'est Your Phone. C'est Your Phone, oui, c'est vrai. Donc voilà, donc ça vient avec une appli aussi que tu dois installer sur ton téléphone qui va aussi, donc sur Android, il va se choper toutes les permissions possibles pour aller se greffer un peu partout dans le système. Voilà. Mais bon, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent le faire. Pourquoi j'ai noté my phone ? Bon, bref. Donc la mise à jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis. Alors pas mal de gens, c'est vite, c'est vite dit. On en a parlé puisqu'en fait, Microsoft a maintenant révélé le détail précisément. Donc ce qui s'est passé, des gens ont eu des problèmes. Du coup, par souci de prudence, ils ont décidé de rappeler la mise à jour, enfin d'arrêter sa diffusion. Et donc du coup, elle a été bloquée pendant un certain temps, le temps d'analyser tous ces problèmes-là. Et les problèmes qui ont été identifiés, c'est lié à des déplacements. C'était d'abord des pertes de fichiers. Et en fait, ils ont expliqué, ils ont fait un billet de blog chapeau qui détaille vraiment clairement tout ce qui s'est passé, l'analyse qu'ils en ont faite, les corrections et tout ça. Et donc les cas précis où les gens perdaient des données, c'est quand ils avaient déplacé en fait les fichiers connus de Windows 10, ce qui s'appelle les non-folders dans Windows 10, donc les fichiers connus. Notamment les dossiers, mes documents, le bureau et tout ça. Donc tu peux le déplacer vers un autre répertoire ou vers un autre disque. En général, on fait ça, on met sur un autre disque D parce que tu n'as plus de place sur C. Ou parce que tu veux... Ou parce que tu as un SSD de 256 Go et que tu veux le garder pour tes applis. Voilà, tu fais du stockage à chaud et à froid, enfin, des trucs comme ça, donc tu le déplaçais. Et si tu avais déplacé en fait ces dossiers-là et que ton déplacement s'était pas fait complètement, donc il restait des reliquats dans l'ancien dossier, en fait l'ancien dossier n'était pas complètement supprimé. Et cette mise à jour-là supprime ces anciens reliquats parce qu'ils voulaient corriger en fait, un problème où les anciennes migrations laissaient des reliquats qui n'étaient pas utiles. Sauf que là, il y avait des gens qui avaient des reliquats qui étaient restés, mais dont ils se servaient encore. Donc en fait, ils avaient le nouveau dossier déplacé et l'ancien, où ils avaient encore des documents, ils se servaient aussi des deux. Et Windows 10, pour lui, non, c'était un reliquat, il fallait le supprimer, donc c'est ce que faisait la mise à jour. Et donc là, ils ont blindé le truc en disant, si le dossier existe encore et qu'il y a des documents dedans, je ne le supprime pas et tout ça, mais je propose aux utilisateurs de faire attention. Parce qu'il y a un pauvre monsieur qui a perdu 15 000 photos. Ça a touché... spécial. Ça a touché 0,01% des gens qui l'ont installé. Donc autant vous dire deux pimpoils quelque part, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde derrière. Donc la mise à jour va être rebalancée. Il y a eu un patch en fait qui a été diffusé avant, mais leur mise à jour va être mise en route derrière. Pour l'instant, c'est encore une fois que ceux qui vont aller la demander explicitement, donc en cliquant sur je veux chercher les mises à jour, ça va être diffusé et petit à petit tout le monde va la récupérer pour je vais aller la chercher demain matin. Voilà. Ouais, bravo à la transparence de Microsoft sur le coup. En même temps, je pense qu'ils étaient un peu obligés de le faire pour éviter d'avoir une grosse levée de bouclier sur cette mise à jour là. Et encore une fois, ils ont été très réactifs et c'est très propre. Donc on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit, si ce n'est que il y aurait eu apparemment des retours pendant les phases l'insider, où des gens auraient eu ces problèmes-là et ça a mal été traité. Comme c'était infini-décimal, ils ont... Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a eu deux modifications qui sont entrées en conflit dans la dernière phase de validation de la mise à jour. Donc il y a eu des corrections en fait par rapport à ça, mais une autre qui est venue qui a contrebalancé un effet de bord. Et au dernier moment, ils n'ont pas revalidé en fait ces bugs-là dans la dernière mise à jour. Voilà. Bref, voilà. Donc allez-y, vous pouvez faire la mise à jour, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai eu aucun problème matériel. Alors j'ai eu les cartes réseau qui ont un peu déconné, mais en fait, un reboot a posteriori de la dernière mise à jour et ça a marché direct. Donc plus facilement que la mise à jour d'avant où là c'était la catastrophe. Oui. Mais donc là, voilà. Une mauvaise nouvelle maintenant.
Une mauvaise nouvelle. Tin, 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 Voilà, tin, c'est la mort de tin. Google+. Mais- Encore une fois. Encore. Il Voilà. est mort again. C'est ça. Google+ n'arrête pas de mourir, mais là, c'est la Ah, il dernière. en finit plus de crever. Il a fini plus de crever. Il agonise, là, faut le finir, là, allez-y, achevez-le. Donc là, c'est Attends, je leur envoie un marcheur blanc. Non. c'est Google qui l'a officiellement annoncé d'ici 10 mois. Donc il se donne 10 mois de délai pour l'achever. C'est pas mal, quand même. Il va souffrir encore un peu. Ouais, il va encore souffrir. Et alors pourquoi maintenant, pourquoi il décide ça? C'est parce qu'il y a une faille de sécurité qui était révélée dedans par l'intermédiaire de l'API People en fait qui gère le graphe en fait social en fait de Google+, qui permettait de récupérer pas mal de données plus que de normal. Voilà. Mais d'après Google, ça n'a pas été exploité, vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais, c'est ça. Alors ça divulgue des T'es sûr données. qu'il n'y a pas une faille de sécurité sur les serveurs avec une puce? Ah putain, c'est ça. C'est exactement ça, t'as tout compris. Oh la vache. Ils ont mis une puce dans le code de l'API, et puis... Moi aussi, je peux faire un article Bloomberg. Bloomberg Approved. Bref. Donc, ils divulguent des données personnelles. Alors, des données qui servent à rien, tu vois, ton nom, prénom complet, les adresses mail, date de naissance, ton sexe. Non, pas une photo de... Ah, voilà. j'ai peur. Les photos de profil, ton lieu de résidence, l'emploi, le statut relationnel avec les autres utilisateurs, etc. Donc, autant te dire, tous les données du graphe social des utilisateurs Google+, de toi et tes amis. Petite faille en termes de données concernées. La période qui couvre l'exploitation possible de cette faille, c'est de 2015 à mars 2018. C'est large. Mais a priori, personne ne l'a exploité. Non. Ouais, en même temps, bon, qu'est-ce qu'ils auraient pu aller exploiter comme données vu qu'il y a sur Google+, je sais pas. Là, je sais plus, hier, c'est Patrick qui en parlait dans le rendez-vous tech, il disait qu'en ce moment, enfin, Google+, maintenant, c'est un peu le désert dans les westerns, quoi. Tu sais, t'as les buissons C'est qui ça. passent, et voilà. C'est les boules de paille là, qui passent. Ça. Exactement, voilà. C'est pas faux. C'est quoi. tout à fait ça. Voilà, donc ce qui est marrant, c'est la réaction sur tout Google, c'est-à-dire que c'est assez violent et brutal, même s'il reste 10 mois. Mais en fait, ils vont pas chercher à corriger quoi que ce soit. Ils disent, bah tant pis, on arrête, on ferme. Ouais, on ferme. Et En même temps, on a des serveurs à récupérer. Donc, ouais, bon, après l'usage, je pense qu'ils ont plus intérêt à investir dans le service. non, ça sert à rien. Qui vont le fermer complètement. Et alors en fait, il y a eu deux annonces consécutives à ça. Il y a eu d'abord Il y a eu des données sur Google. la CNIL, c'est ça. Mais il y avait des données sur Google en fait. C'est pour ça qu'en fait ils ont rien exploité, c'est qu'ils ont contacté l'API puis ils ont fait nul, il n'y a rien. Bon, donc deux annonces, il y a la CNIL allemande qui va lancer du coup une action en justice vis-à-vis de Google+, pour les confronter au RGPD. Allez, mon gars, t'as pas respecté le RGPD, t'as des failles de sécurité, tu vas raquer maintenant, puisqu'ils peuvent aller demander jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Voilà. Donc, et là, au on moins, est dégoûté que ça soit pas la CNIL française qui a eu l'idée, quoi. Enfin, bah, ils n'ont pas les pouvoirs, je crois, encore d'aller traîner jusqu'au RGPD. Et après, il y a l'Irlande également. Si. Ils débarquent dans une société que je connais très bien la semaine prochaine. Oui, mais ils vont pas audit. lancer l'action en... Oui, ils font l'audit, mais je pense pas que ce soit eux qui lancent l'action en justice par rapport au RGPD derrière. Je suis pas sûr qu'ils aient ce... Ah si. Si, ils le font aussi si. Ah ouais. Si, il y a une banque française qui devrait... pas ça où je suis en ce moment, mais il y a une banque française qui devrait prochainement avoir une petite amende de la CNIL. D'accord, ok. Très bien, il le garde pour l'entreprise, ouais, carrément. Et donc, voilà, donc une allemande. Et puis, de toute façon, c'est pas grave, peu importe quel soit l'organisme du pays membre de l'Europe, c'est-à-dire que c'est un règlement européen. Ah oui, donc, c'est en fait, européen. de toute façon, ils vont être attaqués qu'une fois par l'Europe en global. Et en parallèle, l'Irlande qui a demandé plus de précision sur le contenu de cette faille et d'où elle vient, comment elle est exploitable, etc. Puisqu'en fait, il n'y a pas eu de détails techniques de révélation sur cette faille-là. Juste Google qui a dit « Oh là là, on a une faille, on ne vous donne pas les détails. » Ils auraient mieux fait de rien dire. Non. Et d'éteindre. Non. Bah non, Ils peuvent pas, parce que là, s'ils se font choper, là, ils prennent cher, grave. Donc là, ils ont dit « Oh là là, on a une faille, mais vous inquiétez pas, ils ont déjà une amende record à payer, là. D'ailleurs, c'était pas aujourd'hui que ça s'est dépassé. Je sais plus. Ah, je sais plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment le choix en fait de fermer ce service fait que on comprend très bien qu'ils avaient vraiment peur effectivement du RGPD et en fait c'est plutôt bien parce que ça montre que ça a un impact. C'est-à-dire que ce règlement sur la protection des données a un vrai impact sur ces entreprises-là qui auraient pu avoir des négligences comme ça. Alors je sais pas. Faudrait voir. Tu vois le nombre de sites américains sur lesquels on n'a plus accès. Parce qu'ils te disent, ouais, papa, mon gars, t'es European citizen. Oui, parce et du coup, moi, je peux pas respecter le RGPD, donc ciao, va voir ailleurs. Et le nombre de sites où tu as des cookies à régler dans tous les sens, et ouais, curseur en 4x3, ça aussi, c'est casse-couille. Mais l'impact derrière, il faut le comprendre, c'est que c'est pour protéger vos données quand même, et que ça donne ça, c'est-à-dire que
il y a quand même une crainte des grands, y compris Google, derrière ce règlement-là, et qui se disent bah, on peut pas se permettre de faire ça. C'est pas juste on va se prendre une amende, c'est on peut pas se permettre de le faire. Alors effectivement, parce qu'il y a un enjeu sur une amende derrière, Ouais. mais au moins ça a un impact positif, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, ils auraient laissé pisser le truc. Ouais, sauf que normalement, s'ils veulent respecter le process, ils doivent eux écrire à la CNIL en leur disant on a une faille de sécurité, voici les données qui sont accessibles, voici qui y a accédé. Voilà. C'est pour ça. Quand est-ce qu'on a détecté, etc. Ils doivent remonter l'incident de sécurité à la CNIL, sinon ils sont morts. Voilà. Donc, Non, mais oui, mais du coup, ça se passe à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé ça, et les CNIL demandent du coup ces données-là et plus de détails. Donc c'est ce qui va se passer. Alors ils le font un petit peu à l'envers, ouais, ils le font à l'envers. mais c'est quand même ce qui va se passer. Ils le font à l'envers parce qu'ils sont Google. Parce que toi, petite société, tu le fais, ça marche pas pareil. Ouais, mais ils vont pas cibler les petites sociétés. Le RGPD, ils vont d'abord cibler les grosses. C'est ce genre de sociétés-là qui ont une masse de données qui vont chercher à cibler, qui font vraiment du gros volume de données derrière. Les petites boîtes, bon. Donc voilà. Bye bye Google+. Donc Ouais. ça va être sympa moi j'attends de voir comment ils vont réussir à le débrancher des autres services parce qu'en fait il est toujours là quelque part. T'as ton profil, t'as tout ça. Je sais pas si tu suis Sarah et tout de Jean-Luc, de notre ami en cause, Jean-Philippe. Ouais. Jean-Philippe, mais tu reçois encore des trucs Google+, du groupe Google+, de ça. Hein. Ah oui, non mais c'est encore utilisé. Donc il y a encore des gens qui s'en servent. Donc là ils font oulala au secours. Mais bon, je sais pas à qui ils envoient les infos parce que je sais pas qui c'est qui consulte derrière. Mais indépendamment de ça, ça reste un service qui est assez greffé sur les autres services Google qui était un petit peu le liant de tous les autres services avec le profil et tout ça. Donc à voir. Je pense qu'ils vont garder la partie profil, c'est-à-dire que tu vas avoir ton profil et ton compte Google associé avec ton profil, mais que tous les branchements avec les autres, en fait, les relations sociales avec les autres, ils vont. D'ailleurs, quand tu te connectes à une chaîne YouTube, par exemple, ils te proposent ta chaîne, et après tu as ton profil Google toujours. C'est exactement ça. En fait, je pense qu'ils vont le regrouper sur mon compte et sans tout l'aspect social et les liens que tu peux avoir avec les autres. Allez, pour le bingo. Allez, pour le bingo, pourquoi? Ah non, bah ouais, si, Cloud. Ah oui. Ah, il est dans le bingo, Cloud? Bon, ok. Je sais pas. Il devrait y être, hein, quand même. Cloud Gaming, on va parler de Google versus Microsoft, puisque dans l'espace de... Non, ça va, c'est bon. Il était vide. Tu as renversé ton verre vide, tout va bien. En l'espace de 2 semaines, Google puis Microsoft ont annoncé leur service de Cloud Gaming, donc de streaming de jeux en ligne. D'abord Google avec son Project Stream. Alors ils ont annoncé ça avec Ubisoft, un partenariat. Avec Assassin's Creed, ouais. C'est ça. Assassin's Creed Odyssey, donc le nouveau Assassin's Creed qui est sorti là. C'est chez les Grecs. Qu'ils ont rendu disponible gratuitement depuis un navigateur Chrome pour des utilisateurs. Pour des Américains. Utilisateurs choisis, voilà. Alors, VPN ne marche pas. C'est ça. Ça se passait sur inscription, donc il y avait une demande d'invitation. C'était uniquement pour des Américains, avec une connexion de au moins 25 mégabits par seconde. Donc, voilà. Bah, nous en France, en général, on n'est pas trop mal. Mais... Non, c'est ça, mais on n'était pas près des serveurs de Google qui font le streaming. Alors, ça se passe comment? Ça se passe dans Chrome. Alors, ça, c'est assez intéressant. Alors, par contre, Chrome uniquement desktop, ou Chrome PC bureau, donc fixe ou portable. Hein, voilà. Mais du coup, sur la Slate, ça aurait marché. Non. Parce que c'est le vrai Chrome du... C'est pas le Chrome Android, c'est le vrai Chrome de desktop, c'est ce qu'ils ont annoncé hier. Mais je suis pas sûr que ça cible les Chrome OS encore. Ah, peut-être. Que PC... Pour des enjeux d'accélération graphique. Ouais, c'est vrai. Qui sont pas encore dispo sur les Linux. Faites attention. À vérifier, mais je pense que c'était pas sur les Chrome OS. Donc voilà, il y a un test qui a commencé du coup le 5 octobre pour des utilisateurs américains, c'est ce que je disais. Alors ce qui est intéressant, ah bah si du coup c'est compatible sur la Slate, si j'ai mis Chromecast, ce qui est intéressant c'est que normalement ça serait compatible Chromecast dans le futur. Pas pour l'instant, mais c'est le gros intérêt qu'ils ont. Alors il faut savoir que Chrome est compatible avec les manettes. Okay, donc tu peux brancher une manette en USB et il y a une API web maintenant qui permet de gérer ça, qui gère les gamepads et qui gère les inputs. Donc en fait on peut utiliser Chrome comme juste un terminal, un afficheur pour récupérer des images en flux vidéo et envoyer des inputs à la manette. Donc ça reste complètement compatible avec des jeux comme ça. Enfin, toujours ZUSD. Après tu as ZUSD si tu veux. Assassin's Creed ça va être ton DAX quand même. Mais, c'est plus. Je pense pas qu'à la souris et à ZUSD ça va se faire, mais pour les FPS effectivement carrément, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le choix de Chrome comme cible, c'est qu'en fait, c'est le point commun qu'ils ont sur l'ensemble de la plateforme Google. Ouais. Le truc qu'ils développent et qui est commun à toutes leurs plateformes, ça reste Chrome. Donc Chrome OS, Android aussi éventuellement, et surtout les PC de bureau. Et surtout, ça permet de le faire iOS. Ouais, mais non, c'est pas le vrai Chrome, c'est juste c'est WebKit avec une peinture autour. Donc je pense pas que ça marche sur iOS. Par contre, sur Windows, du coup, ils peuvent le faire aussi, sans avoir l'OS à portée de main. Et sans avoir à installer en fait
une appli supplémentaire, un terminal pour gérer ça. Donc c'est assez intéressant, et du coup ça resterait aussi compatible avec le Chromecast. Puisque, en fait, le dernier, Chromecast... par contre. Enfin, le 3. non, potentiellement tous, mais ça expliquerait pourquoi il y a une version du Chromecast 3. Parce que le Chromecast 3, c'est juste un Chromecast 2 plus, mais inférieur au Ultra. Parce que le Ultra, alors c'est compliqué leur histoire, mais en fait c'est complètement compréhensible avec cette news-là, c'est que le Chromecast Ultra, il gère la 4K, le Chromecast 3 le gère pas. Pourtant, le 3, il est sorti là, et le Ultra, il est sorti l'année dernière. Il est sorti l'année dernière. Et en fait, il marche pas bien. Et il marche pas bien. Le Chromecast 3, il rajoute en fait sur le 2 juste un débit Wi-Fi supérieur, puisqu'il peut gérer jusqu'à 60 fps en 1080, et il gère le Wi-Fi en 5 GHz. Donc en fait, il est censé envoyer plus d'images plus rapidement, donc moins de latence. Donc ça serait idéal comme appareil pour te connecter à la télé et pouvoir streamer dessus et jouer à tes jeux. Et là, je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer parce qu'ils ont déjà en fait tous les appareils et tout l'écosystème Google là-dessus. Donc ils ont vraiment un intérêt à aller chercher ça. Jusqu'à présent, je me disais mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre Google sur le cloud gaming? Et quand j'ai vu en fait l'association de ces news-là, tu te dis oui, ils peuvent faire quelque chose. Et viser Chrome, c'est vraiment une bonne idée de leur part. Voilà. Est-ce qu'on a des retours des Google Stream? Non, je pense pas. Alors, je pense que les gens qui l'ont testé, ils ont signé un petit NDA. Alors, tu peux rien dire, rien montrer. Non-disclosure agreement. Je suis d'accord pour rien dire, en gros. En gros, c'est je me tais, sinon je vais en prison. C'est ça. Oui, après Chrome bouffe de la RAM et tout ça, oui, mais c'est pas... Là, tu vas juste récupérer des images, afficher le flux derrière, donc t'as pas besoin de RAM, parce que le calcul se fait pas localement, donc... Est-ce qu'il y en a un qui va essayer 4 onglets avec 4 assistants? Tu fais du multi, ça peut être rigolo, ça. Non, je pense qu'il y aura des limites par rapport à ça. Voilà, donc affaire à suivre, mais tu vois, plus on avance et plus je me dis, effectivement, Google, c'est pas un... Est-ce que Android TV, ils ont dit ou pas? Non, non, ils ont juste dit Chrome en fait. Ils ont dit c'est Chrome sur desktop. Fini. Mais j'imagine en fait. C'est pareil sur Android TV, ça pourrait être un truc terrible. Bah oui, non, mais Chromecast c'est pareil. Oui, bien sûr, c'est ça. Si t'as un terminal branché à la télé, c'est bon, t'as accès à tout. Et en fait, on voit se dessiner un petit peu les prochaines générations de ce que pourrait être le jeu vidéo dans ton salon avec tout ça. Alors c'est l'hypothèse dans le futur, mais à quelques années, je pense que c'est quelque chose qui va se passer. À 10 ans. Hein. 5 ans 5. Moi je dis 5. Alors après, tu auras toujours le problème des infrastructures, est-ce qu'elles vont suivre ou pas? Mais dans 5 ans, je pense qu'il y aura quand même Le problème aujourd'hui, ça va être quand même qu'il y a encore une paire de gens qui n'ont pas la fibre, qui n'ont pas... C'est ça. Tu vois? Non, mais clairement, oui, non, mais après, c'est ça, c'est les infrastructures réseau qui vont... Est-ce qu'elles vont suivre ou pas? Voilà, on va pas pouvoir encore abandonner les bonnes vieilles consoles avec... où tu peux au moins télécharger le jeu. Quoi. Non, pas pour tout le monde. En 3 jours. Pas pour tout le monde. Par contre, je vois pas Google sortir une console physique, en fait, avec du hardware qui calcule localement. Non. Je vois plus aller là-dessus d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont pas passer par l'étape j'ai une console physique dans le salon. C'est direct, tu as ton appareil pour streamer. T'as pas les capacités pour le faire, tant pis pour toi. Tu prends pas le service. Et tu auras d'autres constructeurs avec des consoles physiques. Là où je vois plus ça arriver, c'est les constructeurs qui ont déjà les consoles de salon, Microsoft et Sony, qui vont proposer en fait un intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils vont te proposer le choix dans les années à venir en disant tu as une console physique qui peut faire aussi du streaming, ou tu peux, si tu veux, prendre juste des consoles qui font un terminal qui fait juste du streaming. Là, le problème, c'est que ça touche non seulement les consoles, mais ça touche le gaming PC, quoi. Oui, c'est vrai. Et là, c'est pas très bon signe pour des boîtes comme Shadow et compagnie, quoi. Parce que quand les gros commencent à s'y mettre... Ça veut rien dire. Après, peut-être que Shadow parce peut... que Alors, attention, là, c'est du streaming de jeu, c'est-à-dire que tu streames pas un bureau complet. D'accord, là, c'est un bureau complet. Shadow, c'est un bureau complet. C'est quand même un bureau gamer, enfin, c'est un PC gamer quand tu prends un Shadow, et à la base, c'est parce que t'as pas les moyens de t'acheter une 1080 tous les 6 mois, et que tu as envie de faire tourner les derniers jeux en mode ultra, quoi. Oui, mais le service, c'est pas le même. C'est-à-dire que sur Shadow, tu loues de la puissance de calcul et tu as accès à tout ce que tu veux. C'est à toi de venir après avec les logiciels derrière. Après, c'est à toi de venir avec le logiciel. Là, les services, alors encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont construire derrière, hein, c'est juste un test. Mais là, ils te proposent d'utiliser un jeu. Tu n'as pas un bureau avec... tu vas installer ton jeu. C'est un partenariat avec des constructeurs. Et derrière, j'imagine qu'ils vont construire un business avec... voilà un catalogue de jeux que tu loues avec le matériel. Un pack complet. Après, c'est ce que dit Nico Poppy. Hein, tu as quand même, avec la 5G qui arrive... peut-être moyen de faire des trucs intéressants. Alors, on en parle justement pour Microsoft, puisqu'ils ont aussi également annoncé, belle transition, le Project X Cloud, qui est l'équivalent du streaming, du cloud gaming chez Microsoft. Alors, eux, ils ont un enjeu différent, c'est qu'ils ont déjà en fait l'univers. Ils ont la Xbox, ils ont le PC Windows 10 et le jeu. Hein, ils ont le Xbox également sur, et ils ont les serveurs. Sur PC. Ils ont les infra serveurs avec Azure. Parce qu'avec Azure, ils ont quand même ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et ils ont même ambition d'aller chercher le mobile. Voilà, qu'ils n'ont pas. Ils n'ont plus. Mais aller le chercher sur les autres plateformes. Cédric, voilà. si tu nous regardes.
Donc ce qu'ils proposent eux en fait, donc là c'est une vision un peu plus large en fait, un peu plus avancée. Ils proposent voilà sur mobile par exemple, d'utiliser une manette Xbox One ici connectée en Bluetooth sur ton appareil et du coup de streamer des jeux, voilà un bon petit Forza directement depuis leur infrastructure cloud. Voilà, c'est pas mal. Donc sur un téléphone on sait pas trop ce que c'est, mais c'est forcément un Android j'imagine. Et en fait leur principe c'est quoi? C'est ils vont utiliser. C'est un iPhone 10. Non. Alors, comment ils ont fait ça en fait? Ils ont construit des lames de serveur à base de Xbox One. Donc en fait, ils expliquent là dans l'animation, tu vois, tu prends 4 Xbox One, tu prends les cartes mères. Alors c'est un peu schématisé parce que l'intégration a été un peu plus avancée que ça, mais voilà. Dans une lame de serveur, en fait, ils ont stacké des Xbox et en fait, ils ont des baies complètes de Xbox qui attendent patiemment que vous allez Au final, c'est le principe de Shadow qui a un PC en lame pour toi. Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que tu as une carte mère commune et des cartes graphiques séparées. En fait, tu te partages des corps ou des CPU, mais le bus des cartes graphiques est commun. Là, apparemment, c'est vraiment des Xbox séparés. Alors, c'est assez rudimentaire, c'est-à-dire je pense qu'ils ont accéléré les lignes de production Xbox et ils ont créé des serveurs avec, quelque part. Ouais. Après, pour rendre ça utilisable d'une infrastructure à la demande à la Azure, ça doit être assez sympa à faire. Après, c'est rigolo parce qu'ils ont refait l'annonce là, après l'annonce de Google, parce que c'est quelque chose dont ils ont déjà parlé à l'I3. Ouais. Ils devaient faire une annonce là-dessus d'ici à la fin de l'année. Mais du coup, comme Google a annoncé ça, ils ont fait une annonce, ils ont refait une petite vidéau plus tôt en disant hop, au fait les gars, on est déjà dessus nous. C'est exactement ça. Alors oui, ça montre que le sujet est chaud. C'est-à-dire que le sujet est chaud. C'est le moment où les gens vont se placer en fait au niveau du business pour dire regardez, on y va, on avance, on vous montre les avancées et pour être prêt en fait quand le service sera lancé. Et Sony. Sony, ils sont là avec le PlayStation Now également. Ouais, c'est vrai. Mais ça marche pas bien. Ils sont loin d'avoir les infrastructures. On a quelqu'un qui veut rentrer. On a quelqu'un qui veut rentrer. C'est le chien. Je crois que c'est le chien. Je crois que c'est le chien. Ils sont loin d'avoir les mêmes infrastructures en fait que ces deux géants-là qui ont eux déjà toute l'infrastructure serveur. Alors Google un peu moins quand même que Microsoft avec Azure. Nvidia, qu'est-ce qu'ils font? Nvidia, ils vendent des plateformes. Ouais. Ils font pas les serveurs, ils vendent des plateformes. Et ils ont fait d'autres annonces en parallèle que j'ai pas retenues. Mais ils en avaient parlé à une époque, je sais pas si tu te rappelles, sur la Shield de streamer du jeu. Mais ils le font, ils font le GeForce Now aussi. Voilà, ils ont ça, mais là ils ont pas les mêmes ambitions, ils peuvent pas cibler autant de gens que le font. Quand tu as une infra comme Azure derrière. Nvidia, ils se concentrent sur la plateforme, c'est-à-dire qu'ils vont fournir le hardware et un moyen de faciliter pour ces géants qui ont les serveurs, les data centers, l'intégration de leur hardware dedans. Voilà. Mais c'est pas Hugues dehors quand même. Non. Qu'est-ce que j'ai oublié derrière? Oui, Microsoft ambitionne d'aller utiliser ça en mobilité complètement, c'est-à-dire y compris sur le réseau 4G et 5G. Donc ça fait bon à ce que disait Nico Poppy tout à l'heure sur l'aspect 5G avec la latence. Effectivement, c'est un des enjeux majeurs du cloud gaming, c'est-à-dire que autant on sait avoir des grosses bandes passantes et streamer de grosses images en grande qualité comme peut le faire Netflix en 4K également. Dans le gaming, en fait, tu as une composante supplémentaire qui est la latence, puisqu'il faut que tu puisses réagir rapidement, et donc il faut que tu contactes rapidement le serveur derrière. C'est ça, parce que tes inputs, c'est de l'upload là. Et voilà. Et c'est... Ouais, enfin, t'as pas accès, c'est-à-dire que t'as l'image qui est générée, elle revient, tu fais le truc et tu renvoies. Donc en fait, tu te tapes 2 fois la latence entre le temps de génération de l'image et ton retour. Donc t'as 2 fois la latence, ouais. Et du coup, c'est le véritable enjeu de cette génération de cloud gaming et de ce qu'ils doivent créer. Ils doivent construire en fait pour être capable de rendre le jeu utilisable derrière. Voilà. Microsoft, ses premiers tests seront à partir de 2019. Voilà, donc quelques mois après Google quand même. Bon, j'attends de voir quand même. Un Game Pass Cloud. Un Game Pass. Ça serait tellement bien. Allez, on va accélérer un peu. News suivante sur Tesla qui sort la version 9.0 de son firmware. Bingo. La check est faite. Alors, il ne rajoute pas grand-chose dedans. Juste un truc que je voulais noter, c'était le Navigate on Autopilot. Voilà. En fait, ils ont rajouté une fonction qui n'est pas encore accessible. C'est la possibilité pour la voiture de naviguer, de changer de fil, de s'insérer en voie d'accélération sur l'autoroute et de changer de fil à la demande sur la voie, enfin sur l'autoroute derrière. Alors pour l'instant, il est activé en mode Shadow, ça veut dire que c'est activé sans être activé. C'est-à-dire que le code est là, il emmagasine des données, il regarde les possibilités de le faire ou pas, mais il fait pas, il agit pas. Il agit pas. Ouais. Et le gros intérêt de faire ça, et c'est ça que je voulais saluer chez Tesla, c'est qu'ils continuent à faire des mises à jour incrémentales. Donc tu as des mises à jour de fonctions supplémentaires qui arrivent, donc des logiciels avec des firmware qui sont uploadés. Alors évidemment, ça va dépendre de ta génération hardware de ta voiture. Elles vont pas toutes être capables de le faire parce qu'il faut... les premières, c'est mort. Les premières, c'est mort, il faut les caméras, etc. Mais parce que les premières, on n'a même pas les radars de recul. Ouais, là, il faut la version 2.5 du hardware avec les 8 caméras en fait, tout autour. Ouais. Et du coup, Tesla, ils montrent
des cycles de mise à jour incrémentale en fait. Et ce qu'on peut faire en fait en développement logiciel, en mode agile en fait, ils appliquent ça dans l'industrie automobile. Ouais, mais Et c'est ça, je trouve ça assez fou d'arriver avec ça. C'est-à-dire que c'est pas juste on a créé de nouvelles choses, c'est on vous montre comment on développe en fait une plateforme automobile différente. En plus, c'est quand même assez rigolo de te lever le matin, d'arriver dans ta bagnole et d'avoir un message qui te dit tiens, t'as une nouvelle fonctionnalité. Quoi. Ça, vous avez une mise à jour. Ah merde, enfin, j'attends 2 heures pour la rajouter. Non, en général, elle est déjà prête. Mais il y a un vilain en Model X qui se gare très fréquemment à côté de moi, parking de la Cité du Vin. Je le maudis, le gars. Il a un P100D en plus. Donc, miam. Miami, ouais. Ça pousse fort. Bah oui, on a parlé d'assistants avec de Smart Display et d'assistants domestiques. On ne pouvait pas ne pas parler de Portal by Facebook, qui est l'équivalent de ce que fait Google, de Alexa en fait, chez Facebook. Je l'ai dit, le mot-clé qu'il fallait pas. Là, t'as déclenché tous les trucs chez Nelliger. Voilà, donc c'est... Alors, il y a 2 appareils qui ont été annoncés par Facebook. Ouais, 2, ouais. Portal et Portal Plus, qui sont du coup des assistants avec écran, comme ça, avec notre ami de chez Amazon intégré dedans, l'assistant d'Amazon intégré dedans. Echo. Amazon Echo, tout à fait. Donc la version, la petite à gauche, à 10 pouces et à 15 pouces pour celui de droite, le Portal Plus à droite. Ça intègre une caméra. Encore un Minitel. Une caméra frontale, c'est vrai, c'est clairement ça. Une caméra frontale avec Bernadette, on a dit, Nelliger. C'est vrai, Bernadette. Ah oui, Bernadette. Bernadette de son petit nom. Voilà. Donc il y a une caméra pour passer les appels vidéo. Il y a un tracking de la personne en fait. Donc ça veut dire que c'est sûrement une caméra à champ large et en fait elle va cibler la personne, elle va la suivre en fait en cours d'appel vidéo. Donc si tu te déplaces, en fait, ça va suivre et recadrer dedans. Bon, c'est le petit plus derrière. Sinon, ça apporte pas grand-chose, sachant que tout l'écosystème derrière, mais il est néant, il n'existe pas. Ben non. Voilà. Donc tu vas avoir le même écosystème que Bernadette, le reste, pour ceux que tu peux utiliser. Et pour l'instant, tu vas juste avoir, a priori, du Spotify, du Pandora et du Food Network. Donc Bon, Spotify, ok, les autres, ça sert aux US essentiellement. Ouais. Voilà. Pas de YouTube, évidemment. On va pas aller s'auto-concurrencer avec Google. De hockey moteur de recherche. Donc tu n'as que Facebook Watch, le Facebook vidéo derrière, voilà. Et puis, ils ont... alors, l'annonce, a priori, de cet appareil-là, je continue à vous montrer des images, a été repoussée suite aux fuites de données qu'avait subi Facebook, notamment Cambridge Analytica, puisqu'apparemment, ils ont ces appareils-là dans les bacs depuis un certain temps. Et donc, du coup, ça s'est bien senti pendant l'annonce, c'est-à-dire qu'ils ont clairement traité tout le problématique de la donnée personnelle, de la protection des données. Et les millions de comptes côté hacké là ? Ils ont dit, non mais pour cet appareil là, ils ont dit bon bah écoutez, vous allez avoir accès à l'historique des commandes, vous allez pouvoir tout supprimer, effacer tout ça. Normal, ça fait partie de Bernadette. Mais oui. Dans l'appli Bernadette, moi je vois toutes les conneries qu'ont demandé les gamins. Mais oui, non mais bien sûr. Alors, mais ils ont mis l'accent dessus. Et puis enfin, tu vas pouvoir désactiver le micro avec un bouton physique. Voilà. Et puis alors, ce qui m'a fait le plus marrer dans l'histoire, ça reste quand même... Comme Bernadette. Ce truc-là. Est-ce qu'elle a ça, Bernadette ? Non, elle n'a pas le cache... Une ceinture de chasteté pour la caméra. Elle n'a pas le cache webcam. Ouais. Le fameux cache webcam, un obturateur pour, du coup... Non, moi ça, je les imprime en général, tu vois. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, on en est rendu là quand même, je veux dire. Bon, il y a des gens qui mettaient déjà des bouts de scotch sur leur laptop pour cacher les caméras dedans par crainte que machin. Mais du coup, regardez, Google valide ça. Facebook, pardon, valide ça. Ils disent, regardez, oui, il faut le faire. La dernière question des gosses à Bernadette, c'est qui est Naruto Uzumaki ? Très bien. Voilà. Mais j'ai pas des geeks à la maison. Pas du tout. Non, mais je suis surtout surpris qu'ils ne sachent pas qui c'est. Si, non, c'était pour savoir. Alors en fait, ils testent Bernadette régulièrement. Est-ce que Bernadette c'est ça ? Ah d'accord. Voilà. Donc, et après, ils changent de personnage. Et là, en général, elle répond plus Bernadette. Voilà. Mais en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est la killer feature qu'ils ont mise en avant. Ouais. Et ça, moi, rien que pour ça, je vais l'acheter. Le Super Frame. Ouais. Voilà, qui est la possibilité de faire un cadre photo numérique dynamique. Non mais GG les gars. Et en plus, parfait. Et en plus, voilà, ça vous rappelle les anniversaires de vos contacts. Ah oui, non mais ça je veux dire, c'est la fonction. Non mais là, j'ai envie de dire GG les mecs. Ben oui, parce qu'en fait, Facebook, ça sert plus qu'à ça. Ça rappelle les anniversaires des contacts. C'est pas faux. Voilà. Donc en fait, c'est un appareil qui va te servir à rappeler l'anniversaire de tes contacts. Voilà. Et appeler en vidéo, mais à mon avis, pas grand monde puisque personne ne l'aura de l'autre côté. Voilà. Allez, on finit avec une petite news what the fuck en conclusion, bien rigolote. Puisqu'il s'agit de Mobilimb, juste un doigt. Hein ? Tu pas ski d'abord ? Alors, c'est des chercheurs de l'université de Paris-Saclay. Et oui, ouais, des Français, évidemment. Le pire, c'est que c'est des Français, quoi.
En fait, ils ont cherché à imaginer ce à quoi pourrait ressembler un smartphone équipé d'un doigt. Ouais, un vrai doigt. Voilà, regarde, un truc comme ça. Voilà. Donc ils ont fait quoi? Ils ont créé en fait un petit doigt robotique à base de comment ça s'appelle? C'est un bras mécanique en fait, un mini bras mécanique avec 5 degrés de liberté, donc différents mouvements. Mon Dieu. Et ils ont regardé, ils se sont dit, ben, on va créer Donc ça. ton téléphone te sert la pince. Ils vont créer ça, et puis on va voir ce qu'on peut en faire avec. On va voir les usages, on va exploiter les usages derrière. Explorer les usages, pardon. Donc ils ont fait... alors, celle-là, elle est marrante, parce qu'en fait, le doigt, en fait, il te caresse. Mais Il se passe sur ta main, ils disent, mais ton téléphone, en fait, va te caresser. Pardon? Après, il y a ça, donc il y a du suivi, c'est-à-dire que le doigt, il va cibler en fait un appareil devant, donc tu peux avoir l'équivalent d'un beacon, donc une balise. Il va cibler où c'est que ça se trouve. Voilà, bon. J'ai perdu mes clés, mais regarde, elles sont là-bas. Voilà, t'as ça. Donc. T'as une autre manière d'interagir en fait, puisque t'as un mouvement. Voilà, limite, je préfère sans la fausse peau dessus. Ouais, ça fait moins creepy, on est d'accord. Hein. C'est le Cannibali. Il peut s'auto-faire des attouchements lui-même, tu vois. Il peut s'appuyer sur l'écran, il y a des trucs comme ça. Ça peut servir de poignée. Ah putain. Voilà, donc ils disent, bah, regardez, pour les gens qui ont une mauvaise appréhension des trucs, etc. Ouais, ça fait stand quoi. Voilà, tu peux. Très bien. Ils ont détaillé le hardware dedans, donc tu vois un petit peu les petits cerveaux et le petit. Ouais, petit cerveau moteur. C'est propre, hein, c'est le niveau. Nelliger va nous faire ça dans l'électronique et vous. Et là, en fait, je l'ai pas mis en capture, mais là, tu vois, en fait, le bout du doigt, t'as vu, c'est une épine. Parce qu'en fait. C'est Zicker pour les bits. Ah, merci. Ils ont fait. Il y avait un test où ils avaient fait passer le téléphone pour un scorpion. Donc, en fait, le doigt, il était à l'envers et c'était la queue du scorpion avec le pic dessus. N'importe quoi. Voilà, tu peux faire des conneries avec un chat, tu vois. Ou c'est la queue du chat qui Oh, nous mais envoie. mais non. Voilà. WTF quoi. Et alors, dans là, la par série contre, La Famille Adams, exactement, la chose, et bien regardez, votre téléphone devient la chose, puisqu'en fait, eh bien, le doigt peut permettre au téléphone de se déplacer. C'est n'importe quoi. Ce qui est une version tentacule. Non mais les mecs, où c'est qu'ils ont été chercher ça? Non mais à quoi ça va servir? Mais à quel moment il y a un mec qui est arrivé au comité de projet et qui a dit tiens, si on faisait un doigt pour téléphone, et tout le monde a dit oh, trop bien. Mais c'est des chercheurs, il n'y a pas de comité de projet, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi ça me fait trop marrer. Imagine le téléphone, il va se suicider de la mais table. c'est ça, c'est ce que nous dit Bip to Bip. Allez, je me suicide. Le brainstorming devait être fun, c'est clair. Voilà. Non mais je pense que derrière, ils ont dû s'éclater à créer tous ces trucs. Je débarque, je vois juste un doigt. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais ça m'a bien fait marrer. Ça fait jouer pour adultes, ouais, je pense. Alors, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé. Quand j'ai vu la news passer, dans mon flux de Twitter, j'ai vu un médecin urgentiste qui a dit « Surtout, les gens, n'allez pas vous insérer ce truc-là, tu vois ?» Donc, petit passage coucou à nos amis de l'apéro du Capitaine pour leur rubrique insertion. Le mec, il dit « Surtout, n'allez pas faire des trucs avec ça. » C'est mal. Et il s'auto-répondu genre quelques minutes après en disant « Eh merde, trop tard ». Bon, pour la déconne, ouais, mais j'ai voulu retrouver le tweet et je l'ai pas retrouvé dans ma timeline, mais ça m'a bien fait marrer parce qu'évidemment, si ça sort, il y aura clairement des usages comme ça. Ah oui, il va y avoir. Ouais. Voilà, Nelliger valide l'idée, voilà, bien sûr. Bien entendu. Bah, tu nous le refais dans un électronique et vous Du coup, tu utiliseras la deuxième partie du pseudo de l'émission, du nom de l'émission, voilà. Donc voilà, c'est vrai. Bon, il y a un peu des deux, il y a un peu d'électronique avec, on remarque. Et voilà, et puis, bon allez, on va accélérer encore plus vite pour parler de cette dernière news. Bon, sorry, on a fait 1h20. On a fait 1h20. Non, même pas, on a commencé un petit peu en retard. Ouais, ça. Ouais. À cause de Nelliger. HoloLens 2, faut quand même en parler. Ouais. Mais c'est pas vraiment ça, en fait, enfin, c'est un bout de ce que pourrait être HoloLens 2. C'est un bout de ce que pourrait être HoloLens 2 complètement. En fait, c'est une annonce pas tout à fait récente d'un projet qui s'appelle Project Kinect for Azure, qui est en fait une proposition pour le business de l'intégration de Kinect dans des applications d'entreprise. Voilà, donc ce qu'a créé Microsoft autour de Kinect, c'est un service pour les entreprises en disant bah, regardez, on a une connaissance, un savoir-faire autour des capteurs intelligents avec de profondeur et de champ en fait. Et du coup, on va l'adapter dans un service pour Azure et le mettre à disposition des entreprises. C'est pour améliorer la qualité de travail du personnel Amazon. Dans les entrepôts. Là, voilà, ils prennent un exemple autour des entrepôts. Donc là, on peut cibler différents entrepôts et détecter avec la profondeur, avec les reconnaissances d'images, en fait. Et c'est une conjonction avec d'autres services, comme les Cognitive Services, pour la partie reconnaissance d'images de Azure. Voilà. Donc ils mettent tout ça là-dessus. Et il y a eu des annonces récentes, des présentations surtout récentes, notamment dans la... fournisseurs de doigts. Ah là là, n'importe quoi. Bref, donc ils ont détaillé un petit peu ce qui se cache derrière ça, et en fait il y a un nouveau capteur qu'ils ont présenté,
qui est celui-ci, qui est intégré sous la forme d'une caméra un Quand petit même peu vachement spéciale, plus gros qu'une puce chinoise. qui est plus gros qu'une puce chinoise, qui est plus petit qu'un Kinect et qui fait beaucoup plus de choses. Et là encore, mon GIF n'est pas passé, je suis bien déçu parce qu'en plus je m'étais bien fait chier à le faire, mais tant pis. Mais Et- moi, le mien n'est pas passé non plus. Hein. Il faisait 1 méga 4. Alors je l'ai là, purée, il faut que je le renvoie. Je vais voir comment je peux le faire, mais c'est Peut-être pas à grave. distance, ça marche pas, et en local, ça marche pas. Non, non, alors, ce capteur-là, il intègre pas mal de choses. Donc, il a un capteur d'heure de vol avancé, ça s'appelle. C'est le time of flight, et en fait, il va détecter les mouvements, en fait, et les déplacements de mouvements pour calculer et recalculer surtout une profondeur. Ça, c'est top. Donc, contrairement à ce que faisait Kinect, où il balayait en fait avec des rayons infrarouges, et il recalculait en fait la distance avec laquelle ça apparaissait, et du coup, il en déduisait en fait une profondeur. Là, en fait, il va calculer les mouvements d'image, et à partir des mouvements d'image, recalculer le champ de profondeur arrière. Enfin, c'est assez ouf, ils expliquent tout ça. Il y a une caméra du coup, couleur également. Il y a un dispositif microphone 360 degrés et il y a un accéléromètre pour détecter les mouvements et tout ça. Et avec ça, ils arrivent à faire des captures d'images ouf. Et alors du coup, je suis complètement déçu de ne pas avoir l'animation qui suit. Mais en fait, dans la démo, ils sont devant un PC avec juste la caméra branchée dessus. Et tu as les mecs qui sont devant en train de parler et qui bougent. Et tu vois la caméra qui filme ça et qui reconstruit en fait une représentation 3D, Ouais. donc point par point, donc tout un maillage 3D de ces personnes-là, avec un niveau de finesse et de détail, mais je te jure, hallucinant. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Tu vois les plis de la chemise du mec. Tu vois vraiment le détail, tu vois les ombres et tout qui sont remodélisées en 3D par rapport à ça. Juste avec cette caméra. Et ils te montrent en fait qu'ils sont capables dynamiquement en fait de changer la profondeur de champ pour capter plus ou moins d'informations dans tout l'entourage. L'objet 3D, tu vois, ça peut être top. Hein. Mais c'est exactement ça. Et en plus, c'est dynamique et c'est hyper fluide. C'est-à-dire que le mec bouge, tu vois, il sort, c'est dans une conférence, donc il sort son badge, tu vois, il le bouge et tu vois tout le fil du badge avec un niveau de détail tout bonnement hallucinant. Quoi. On est vraiment un cran plus loin de ce qu'était Kinect jusqu'à présent. Il y a une petite boîte qui sort un scanner 3D qui tient sur c'est à la taille d'un smartphone et qui marche un peu avec ce système-là. Alors, il faudrait que je retrouve, je le mettrai dans le Slack ou si j'arrive à le retrouver. Et en fait, les mecs, ils arrivent ils font un scanner 3D. Tu prends le truc qui fait la taille de ton téléphone et tu fais ça et ça te rescanne tous tes objets en 3D avec pareil une précision qui est juste hallucinante. Un truc de fou. Ouais. Et je pense que ça doit utiliser à peu près les mêmes technos, en moins bien, parce que bon, ils n'ont pas les moyens de Microsoft, je pense. Non, et alors, lors de cette présentation, jusqu'à présent, c'était présenté comme un nouveau capteur pour le service Kinect for Azure. Et en fait, là, ils ont clairement dit que dans la démo du mec, ils ont dit ça sera le capteur qu'on va utiliser, qu'on va exploiter pour HoloLens 2. C'est pour ça que je vous en parle avec cette news-là, c'est que on commence à avoir des bouts en fait, de ce que pourrait être HoloLens 2 et de ce qu'il pourrait intégrer comme capteur derrière. Et si un capteur comme ça, en fait, ça va permettre de faire des choses beaucoup plus précises, avec beaucoup moins de matériel en fait, et beaucoup moins de casque, moins volumineux. Il faudra retourner chez Asobo pour tester ça. Il faudra tout à fait d'accord. Allez, viens là toi. Je vais te copier l'image qui est là. Voilà. On va essayer de vous la... Dernier essai pour essayer de vous montrer ça, parce que c'est quand même assez hallucinant en termes de niveau de détail. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Peut-être avec l'URL, ça va passer. Mais oui, c'est comme ça que je le fais d'habitude quand ça marche pas. Allez, télécharge ça et balance-le là-bas et pense ça marche. Regardez-moi ça. Alors, moi, je l'avais fait en upload. Regarde le niveau de détail. Donc, ils sont deux à parler. Et évidemment, le GIF s'arrête. Chez moi, ça repart. Hop, ça accélère. Il en chie un petit peu l'appareil. Regarde la chemise, comment elle bouge. T'as vu le niveau de détail qu'il y a? C'est du temps réel. C'est du temps réel. Et le niveau de précision est ouf. C'est-à-dire que t'as vraiment un maillage ultra fin de la chemise du mec. Tu vois, les cheveux et tout, enfin, le détail est assez ouf. Et l'autre, tu vois qu'il y a une coupure en fait dans le calcul du champ de profondeur. Et en fait, plus tard, il présente en fait que en fait, ça, c'est pas une limite physique. C'est-à-dire qu'il peut augmenter en fait la profondeur de champ qu'il souhaite capturer. Et il va jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Et ça reste aussi fluide que ça. Et il capture tout le champ derrière avec les gens qui passent et tout machin. C'est hallucinant. C'est juste copie du HoloLens 3 parce que le 2 était annulé. Ouais, d'accord. Comme Brise de Nice en fait. Ouais. Comme Windows 9. Comme Windows 9, peut-être. Voilà, donc ça donne envie pour les prochains appareils qui pensent faire ça. Et ça montre, je pensais pas qu'on pourrait aller aussi vite, aussi loin en termes d'évolution sur ce genre de capteur-là. Et voilà, on a terminé pour les news, des trucs intéressants. On a parlé quand même, hein? On a pas mal parlé, ouais, carrément. Ah, on a profité que le chef était pas là. Bon, on est pas mal quand même. Alors, pour nous retrouver à l'inverse, comme ça, c'est sur Twitter. Moi, je suis là. Voilà. C'est moi qui les ai mis, tu vois, j'avais été poli, j'avais commencé par toi. Chris Kamikaze, c'est gentil. Et LB Stéphane, monsieur. Sur Révolution 3D aussi, mais je l'ai pas mis. Pour ceux qui sont là, en live dans Twitch, si vous souhaitez nous retrouver en replay, on a la chaîne en VOD. Ouais. Hein, on a la chaîne YouTube
youtube.com/beatstech. Pour ceux qui nous suivent en VOD sur YouTube, venez nous voir en live sur twitch.tv. Voilà, les mercredis soirs à 20h, complètement. Exactement. Si l'émission vous a plu, si le contenu vous a plu, si vous souhaitez nous soutenir, ça se passe sur tipeee.com/stdrenegade, c'est marqué en bas, pour le prix de la modique somme d'une chocolatine, évidemment. Oui, ici on est vous pouvez chocolatine. nous soutenir pour nous Ou aider. cannelé. Ou cannelé. Ah, cannelé, c'est pas mal aussi. Ah, c'est pas mal. Ah, je préfère. Ouais. Voilà, dernièrement, ça nous a servi à nous équiper, puisqu'on a pu changer les éclairages, puisque vous voyez qu'on est extrêmement blanc maintenant, c'est Ouais. c'est On a parfait. des beaux éclairages LED. On va chercher d'ailleurs, on est en train de réfléchir pour pouvoir les fixer au mur pour avoir un maximum d'espace libéré au sol. On a des vieux trépieds qui prennent encore un peu de place par terre, donc on est en train de s'équiper pour les fixer au mur. Si vous êtes Amazon Prime aussi, vous avez le droit à sub une chaîne gratuitement grâce à votre abonnement Amazon Prime. Donc n'hésitez pas aussi à sub la chaîne. Ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Venez Et en soutenir plus, la chienne. Du coup, vous aurez accès au Slack, donc là qui regroupe toutes les émissions et vous pourrez aller discuter avec l'ensemble des membres de l'équipe et tout le reste de la communauté. Les meilleurs sont sur le Slack, la communauté. Exactement. On échange directement. Et pour continuer à nous suivre, vous avez le Twitter évidemment, STD Renegade, et le site internet studiorenegade.fr avec l'ensemble des émissions, l'agenda, voilà, de toutes les émissions qui vont venir. Et puis c'est tout. Et puis c'est bien déjà. C'est magnifique. Voilà. La tête des streamers, si vous voulez voir leur tête, voilà. Si t'en as pas assez en live, tu peux Voilà, les avoir c'est là-bas ça, en version voilà, qui ne bouge pas. Voilà. En version, En image en fixe. version sage. En version sage. Parfait. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.